words. I had the best words. Most importantly, I brought my Bible. Et c'est à nous. Eh bien, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure les gens regardent ou écoutent cette émission. On a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir, j'essaie de ne pas écorcher les noms parce que je suis assez spécialiste, Romane Guéret. C'est ça, donc c'est tout simple. Il n'est pas très compliqué. La co-réalisatrice d'Épire, film de fiction qui sort en Suisse francophone cette semaine. Je pense que l'émission, là, c'est un faux direct. C'est une émission enregistrée l'après-midi parce qu'on profite de ta venue ici en Suisse pour la promotion du film. Et à tes souhaits. Que Dieu te bénisse. Moi, tu choisis la formule. Merci. Et comment ça va, Romane? Très bien. C'est un Très premier contente. film, Oui. L'Épire. Un premier film, enfin, c'est pas un premier film, c'est un premier long. Parce Oui. qu'il est précédé d'un court-métrage qui déjà est assez remarqué. Moi, je ne l'ai pas vu, le court. Je n'ai pas eu la chance Ok. de le voir. Et puis, on va parler un petit peu de ton parcours d'abord, parce que selon la formule bien consacrée dans cette émission, on parle toujours de quelque part, et pour comprendre d'où les gens parlent, c'est assez intéressant de savoir d'où ils viennent, de savoir comment ils sont arrivés à un certain endroit pour en parler. Donc, d'où nous viens-tu, Romane Guéret? Alors, je viens de Paris déjà. Moi, je suis parisienne depuis toujours. Ça va, on vit bien ça? Ouais, ça va. En ce moment, c'est un peu plus compliqué que d'habitude, mais... Ça fait un c'est moment comme ça. que c'est un peu plus compliqué, la Ouais. France et Paris. Ouais. Ouais, c'est... Mais du coup, je suis allée faire un film ailleurs, comme ça permet de respirer un peu. Française de quel arrondissement? Parisienne de quel arrondissement? Alors, j'en ai fait plusieurs, Ouais. mais beaucoup Si de tu dois en choisir 18e. un, si tu dois en choisir un. 18e. Ça veut dire quoi, Arrondissement le de mon 18e? cœur. Le 18e arrondissement, c'est Montmartre, La Chapelle, Jules Geoffrin. C'est mon arrondissement d'adolescente. Et c'est quel type d'habitants? C'est quel type de niveau? Parce que Ça dépend où. Ça dépend où. Moi, j'ai fait un peu tous les endroits. Mais il y a un côté village, quoi. C'est Ok. c'est ça que j'aime bien. Et je suis partie vivre dans le 19e, donc pas très loin, mais un peu plus loin de chez ma mère quand même. Ah, c'est pas le 18e, c'est ta mère le problème. C'est bien post-adolescence. de prendre un peu de distance de temps en temps. Ouais. Voilà, j'ai fait une école, je sais pas par où commencer, j'ai fait un... Bah, commençons par le commencement. Tu viens d'une famille classe moyenne, classe supérieure, Ah oui. classe populaire. Non, je viens plutôt d'une famille bourgeoise, mais qui, eux, n'avaient pas des parents bourgeois. Donc c'est foutu pour l'ascenseur social, ça a été fait déjà. Ouais. Toi, tu vas rester sur le palier, quoi. Oui, mais du coup, c'est aussi ce qu'on raconte dans nos films. Je pense qu'avec Lise, on vient de la même classe sociale et on raconte cette rencontre aussi entre deux classes qui n'avaient pas d'autres... Enfin, qui n'étaient pas vouées à se rencontrer, quoi, si c'était pas en faisant du cinéma. Tes parents font quoi? Et ma mère, elle est décoratrice et mon père, il est photographe. Décoratrice de théâtre, cinéma? D'intérieur. D'intérieur, d'accord. Ouais. Et photographe de mode, d'actualité Ça dépend, il a fait un peu de tout et maintenant il retape des maisons. Ok. Ah d'accord, il a Donc, fait ça, ouais, c'est le il a Covid, arrêté, la il mutation, est la parti. boboisation. Ouais, Dans il quelle a partie de la France? il a décidé de prendre l'air. Et, Il est allé gentrifier où? il est parti en Bourgogne, il est tout seul dans une maison avec des chevaux et des vaches. Voilà. Il est très heureux. Enfin, c'est ce qu'il dit. Ouais, non, je le sens, je le vois. Ah, c'est Je le cool. connais quand même. Des frères et sœurs? J'ai 3 sœurs et un petit frère. Oh, Ouais, c'est une famille très recomposée, mais on n'est que des demi-frères et d'accord, sœurs. ouais. Parce que tu me sembles assez entière, Ouais. et pas tellement demi. Non, c'est vrai, mais parce que je le vis pas comme des demi-frères et sœurs. En réalité, c'est mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'ils font, tes frères et sœurs? Ils sont plus jeunes que moi quasiment, sauf ma grande sœur qui est bibliothécaire. Je m'attendais pas à des questions aussi perso, attends. C'est pas, qu'est-ce qu'ils font c'est pas tellement que, c'est pas tellement que ce soit perso ou pas perso, c'est que je te dis, moi je Ouais, pour crois comprendre, vraiment. non, mais Tu vois mais j'ai jamais fait cet exercice. Du coup, je réfléchis à ce qu'il faut dire aussi pour eux, quoi. Parce que mon petit frère, par exemple, je sais pas tellement ce qu'il fait. Il est au Japon, il est passionné de Japon depuis toujours et du coup, là, il a fini ses études et il bosse dans un hôtel, je crois. J'ai une de mes sœurs qui a fait une école de scénographie et qui commence à travailler. Et j'ai ma dernière petite sœur qui passe son bac. D'accord, on verra ce qu'elle fait.
Parce que Ouais. ça a été réparti. Hein. L'image, papa, c'est toi. La déco, maman, c'est ta sœur. Ouais, le japonais, un on ne peu. sait pas trop. Un Et peu. puis, donc ça va, c'est bien réparti. Il C'est reste, vrai. il reste des opportunités pour les autres. Ouais, ouais. Le monde est à eux. Ouais, après, bon, c'est pas tellement pour... Enfin, c'est plutôt mon père et la photo qui m'ont... Enfin, c'est plutôt ça, la première sensibilité que j'ai eue à l'image. Et c'est aussi, pour être très honnête, que j'étais pas bonne à l'école. Parce que tu t'ennuyais. Je sais pas, non, je m'ennuyais pas, je me sentais pas, j'avais l'impression que c'est pas comme ça que j'arrivais à apprendre des choses et j'ai toujours eu comme un peu un complexe par rapport à ça, je me suis sentie cancre, mais je sais pas, c'est peut-être le système qui m'allait pas, il y a d'autres pays où le système scolaire est différent, je sais pas, peut-être que j'étais pas au bon endroit. Peut-être le système, c'est peut-être l'enseignant, c'est peut-être l'établissement, enfin ça peut être des choses différentes. Hein. Puis si tu pars mal, tu vois, et tu es en lésion, et puis tu vois, parce que c'est drôle que tu utilises l'expression je me suis senti cancre, tu vois, c'est quand même étrange, tu vois, que quand tu le vis, parce que c'est comme ça, puis alors que tu es jeune, tu comprends les catégories, et puis tu te sens dans une catégorie, je pense que c'est les gens qui font ça, c'est les personnes qui font ça. J'étais dans les pas très bons, quoi. Enfin, j'étais dans les moyens, où on se disait, bon, ça va, elle va passer. L'idée, c'est que je voulais pas redoubler, parce qu'il fallait pas rester trop longtemps, donc j'arrivais pile à passer. Jusqu'au bac. Jusqu'au bac. Ah bon, ça va alors. Et ouais. T'es juste Ouais, pragmatique, ça, quoi. Il fallait que je me... T'es une que cancre j'en finisse. diplômée, quoi. Ouais, ça va. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah en fait, j'ai essayé d'être maligne, je prenais des bonnes options, des trucs avec un bon coefficient, mais qui étaient plutôt de l'art plastique ou du D'accord. cinéma ou du théâtre. Et voilà, et pour le coup... Ton papa, il avait un studio, Ouais, donc il vous prenait en photo, tu posais, donc t'as... ouais, j'ai fait ça. Ah, J'ai c'est fait cool. ça, on faisait partie de son petit laboratoire avec... Et tu aimais faire ça, frères et petite? sœurs. Ouais, plutôt. Mais je pense que c'est surtout en faisant... j'ai eu 1 an, en fait, en terminale, où j'ai pris une option lourde, art plastique. Et c'est une année où j'ai beaucoup fait d'expos. C'est une année où je me suis vraiment intéressée. En fait, j'ai commencé à être curieuse. Et je me rappelle que la première fois, en sortant, je me disais, il faut que je fasse une école, un truc pratique, mais pas trop difficile. Et puis je cherchais, je me disais un truc avec mes mains, peut-être maquilleuse. Et puis en fait, à chaque fois que j'en parlais, je disais que parce que j'aimerais bien faire des films. Et puis ma mère m'a dit, mais fais une fac de cinéma, tu réfléchis, ça prend pas beaucoup de temps. Et tu fais des stages. Et... T'as envie de faire des films, t'arrives à pointer d'où elle naît ou quand est-ce qu'elle naît ou c'est un peu diffus? En fait, je trouvais que c'était le seul endroit, parce qu'il y a la photo, il y a la musique, il y a l'art plastique, et j'avais l'impression que c'était un endroit qui rassemblait tout ça, et je me disais c'est quand même riche, c'est quand même assez génial. Et c'est vrai que depuis toute petite, je m'amusais à mettre en scène des trucs, mais un peu comme tous les enfants en fait, on rejoue un peu sa vie en permanence, on fait jouer des choses. Et en réalité, je me disais... Pas tous les enfants font jouer. C'est déjà... quand même, jouer à la poupée, jouer avec des... Ouais, mais faire jouer, c'est déjà le pas d'après. Il y a ceux qui sont metteurs en scène, les enfants, et il y a ceux qui sont acteurs. Peut-être, ouais. C'est déjà comme ça, à voir un peu comment ça se répartit dans une cour ou ça se répartit dans une colo. Tu vois, il y a des gens qui préfèrent faire jouer, quoi. Toi, tu préférais faire jouer ou moi, jouer? je préférais les mettre... déjà. Je prenais mes cousins et je leur faisais faire des trucs. Et on se filmait. C'est rigolo, on est retombé sur des archives récemment. Vous aviez des caméras? Et j'étais assez autoritaire, ça me fait rire. Mais ça n'a pas changé, ça. T'avais des caméras à la maison? Oui, on avait un caméscope. Là, je me souviens, c'était à Noël. Je crois que j'avais reçu ça. Et je prenais tout le monde un peu en otage. Et tu allais beaucoup au cinéma comme enfant? Pas tellement, non. Et je sens que c'est... Avec Lise, on a ça en commun on n'est pas des geeks du cinéma. On n'a pas une culture cinématographique de dingue, d'un cinéma d'époque. Bon, après, j'étais à la fac, donc j'ai quand même des bases. J'ai un petit peu écouté Lise, les cours. c'est donc Lise Akoka, Ouais.
qui est la co-scénariste. Ouais. Quand on tape ton nom sur Co-réalisatrice. voilà, Ouais. co-tout Enfin, les en fait. deux, en fait. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que quand on tape ton nom sur Internet, quand on fait un peu de recherche et tout, parce que depuis Cannes, elle pris à un certain regard avec les pires, tu as une fiche Wikipédia, elle est assez courte et tout, Ouais. avec une petite erreur, parce que sur Ouais. la fiche, sur la fiche, c'est Je l'ai marqué que tu fais jamais des films ouverte. avec toi-même. Plutôt qu'avec Ah bon Lise, tu Ah, vois. ok. C'est comme ça. Mais c'est marrant, je pense que c'est la même personne qui a rédigé les 2 fiches, parce que je pourrais reprendre la terminologie exacte, mais c'est du style, elle rencontre Lisa Coca et depuis, elle décide de travailler ensemble. Comme si vous étiez un couple pour l'éternité, en fait, qui allait travailler oui. ensemble. Pour l'instant, tu dois travailler avec Lise. Donc on verra Ouais, comment pour tu as l'instant, rencontré c'est ce Lise qui et se qui est passe. Lise Ouais. en cours de discussion, mais on en est encore à Noël avec les caméscopes. Ouais. Et donc pas une fréquentation assidue ou spéciale du cinéma. Non, je peux pas dire ça, franchement. Moi, j'ai l'impression que le métier que je fais aujourd'hui, que j'adore, j'ai eu envie de le faire dès la fac parce que j'étais. Je me disais autant avoir envie d'être le chef d'un projet et de pas attendre des autres. Donc j'ai eu envie de faire ça, mais c'est pas. Tu as plutôt un caractère comme ça d'une manière générale dans la vie, à être volontariste et pas attendre que les choses arrivent, mais plutôt à les provoquer. Plutôt. Plutôt. J'aime bien être autonome. Je me voyais pas trop avoir un chef. J'ai des parents qui n'ont pas de chef. Ouais, sur les 2 indépendants. Ouais. Ouais. Donc peut-être ça vient de là. Non, et puis dans le domaine artistique, parce que c'est vrai que si je suis tout à fait honnête, je me disais que j'étais pas capable de faire autre chose. J'avais l'impression que c'était trop dur, que toutes les autres professions du monde étaient impossibles d'accès pour moi. Donc c'est un peu une vocation en creux. C'est On plutôt parlait de par exclusion. légitimité, tu vois, j'avais de ce syndrome de On parlait avant, donc il imposteur. faut qu'on Oui. explique. Il faut qu'on explique un peu. Parce qu'avant pour préparer là, les 5 minutes de préparation, parce que bon, Ouais. ça fait aussi partie du concept de cette émission, c'est une rencontre, c'est une discussion, puis j'aime pas trop préparer avec la personne, mais c'est un peu stressant parfois, et tu m'a dit, moi, si j'ai pas envie de répondre à des choses, est-ce que je peux dire? J'ai un peu creusé, dit mais quoi, il y a des sujets et tout, dit non mais il y a des choses, je me sens pas, j'en sais pas assez pour en parler. Puis on a eu un petit échange sur le fait que je trouvais que c'était assez genré cette rigueur à avoir, à s'imposer la nécessité de vraiment maîtriser un sujet pour en parler, que c'est une position saine et rigoureuse, mais très féminine. Qu'on peut voir négativement en disant c'est un manque d'assurance, qu'on peut voir positivement avoir c'est de la rigueur et une certaine éthique par rapport à je parle de ce dont j'ai pas ce par rapport à quoi j'ai quelque chose à dire et une certaine autorité pour en parler, et que tu le retrouves beaucoup moins chez les hommes qui ont beaucoup moins de problèmes comme moi par exemple à parler de choses qu'ils maîtrisent absolument pas, tu vois. Ouais, c'est vrai, et je te disais que j'étais d'accord, et que c'est vrai que ce syndrome de l'imposteur dans les métiers artistiques, c'est aussi quelque chose que je retrouve chez beaucoup de mes collègues réalisateurs ou scénaristes ou acteurs. Et je l'ai de moins en moins et ça me fait du bien, je pense, parce que plus on avance et plus on fait des choses et plus on se rend compte que c'était pas qu'un coup de chance. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'est très très difficile. Après Chasse Royale, moi je me suis dit, mais attends, Chasse qu'est-ce Royale, qui s'est c'est donc ton passé? court-métrage, C'est le premier hein. court-métrage, mais qui est un peu au départ de tout. C'est ma rencontre avec Lise, c'est le long-métrage là, Les Pires, c'est une prolongation vraiment logique de Chasse Royale. On traite des mêmes sujets, il y a des personnages qui se ressemblent, enfin voilà. Donc c'est très lié. Et je me rends compte de la différence entre mon positionnement quand on a fait Chasse Royale et maintenant. Et c'est Bon, vrai là, que- tu as été assez vite parce que tu vois, si je vois un peu comme ça, après un quart d'heure de discussion, ta personnalité, ce fait de dire, pour être honnête, je fais un métier artistique parce que le reste me semblait trop dur. Tu vois, cette espèce de définition un peu par exclusion et pas par, vocation, si tu veux. Mais voilà. Après, si tu pars de là, tu fais une fac et pas la FEMIS ou une grande école qui te légitime et qui te met bien dans le système. Ouais. Après, assez vite, quand avec le premier long métrage, tu as le premier prix à Cannes, d'abord, tu es à Cannes. Avec le court-métrage, Non, avec le long. avec le long. Ça va vite, quoi, parce que bon, le court, tu es nominé au César.
Ouais. C'est ça, on dit nommé ou nominé, je sais jamais. Nommé. On dit nommé. Ouais. Ça vient d'où cette histoire c'est un anglicisme, dire nomination? Je sais pas. Illumination. Je sais pas, dans la télé-réalité, tu dis nomination aussi. Ouais, Les moi, nominés je suis un petit peu le... non, tu dis nommé pour les Césars. Ouais. Donc, il est nommé pour les Césars avec le cours. Le cours, enfin, on viendra, il est produit ou il est autoproduit? Oui, il est produit, mais sans vraiment d'aide. Comme souvent, hein. Ouais, avec un crowdfunding, un Ulule. Donc c'est nos proches qui ont mis de l'argent. Ouais, comme souvent, les premières expos, les premières choses. Ouais, Ouais. mais par contre, on avait rencontré Marine qui était assistante de production chez Velbec et qui nous a dit, qui en fait sont restés nos producteurs sur le long, et qui nous a dit, je me lance avec vous dans ce projet, je vous aide à avoir, ça permet un cadre, d'avoir quand même une production, de pouvoir payer les enfants, enfin voilà. Mais revenons un tout petit peu, on rétropédale un tout petit peu. Tu fais ton bac, tu prends un peu des options d'une façon opportuniste, mais quand même qui te plaisent un peu. C'est combien la moyenne du bac? Il faut avoir 10 ou bien? Comment ça marche? Il faut avoir, voilà. je sais plus. Ric-rac. Oui. Et puis après, une fac de cinéma. Alors parce que tu vois, nous on n'a pas vraiment le même système de formation que la France, même si on parle la même langue. Ça représente quoi faire une fac de cinéma? C'est combien d'années d'études? Quels sont les débouchés fantasmés quand tu commences une fac de cinéma? C'est 3 ans pour avoir une licence, donc c'est un premier diplôme. Et on peut faire 5 ans et avoir un master. Et puis après, il y a tous ceux qui partent faire des thèses, deviennent à moitié prof dans la fac. Et l'autre moitié? Et ben, ils font leur thèse. Ils sont financés en fait par la fac. Bien sûr. Moi, j'avoue, j'ai pas fait ça donc. Mais moi, j'ai fait 1 an et demi en gros. Ah, t'as pas fini d'accord. Mais Non. on choisit comment la fac où on fait? C'est par rapport à où on habite, par rapport à la réputation de la Non. fac? Moi, j'ai pris là où j'étais prise. Parce que j'ai- on doit postuler, mais comment ça Ouais. marche? C'est comme, en fait, quand on passe le bac, vous avez pas ça, vous, où on est tout jeune et on doit mettre 5 choix d'écoles qu'on aimerait intégrer. Alors moi, je suis très vieux, donc c'était pas Donc, comme ça quand moi j'étais jeune. Si vous avez Et des enfants, peut-être pour les aider il est trop petit. Et je crois pas que c'est comme ça chez nous. C'est-à-dire, il n'y a pas Parcoursup ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, il nous a... Chez nous, quand tu as un papier, à part pour une ou deux spécificités, comme par exemple la médecine, où il y a une sorte de numerus clausus, en fait, ce qu'on appelle chez nous la maturité fédérale, qui correspond au bac, elle te donne accès à toutes les universités et hautes écoles. Il n'y a pas de concours. On peut aller ici, on rentre à Polytechnique, passe t'as le papier. Puis après, la sélection, elle est faite par la difficulté des Il n'y a études. pas de dossier, ok. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas d'école. Alors, dans les écoles d'art, oui, il y a un dossier et puis il y a une sélection. Mais dans les universités et les 2 hautes écoles qu'on appelle fédérales chez nous, les 2 hautes écoles polytechniques, si tu as le papier pour rentrer, tu rentres. Puis après, c'est tes résultats qui vont te faire échouer et pas passer les examens ou passer les examens. Mais il n'y a pas de filtre à l'entrée. Ok. Tu vois, tu choisis, chez nous, tu choisis ta fac en fonction des réputations des facs, éventuellement de la langue, parce que tu veux profiter pour apprendre l'allemand ou apprendre l'italien, suivant de quelle partie tu viens. Mais surtout, si tu veux faire le droit, tu vas plutôt ici. Si tu vois. Et puis beaucoup de gens ils choisissent l'université qui est près de chez eux. On est dans un tout petit pays. Et donc, il y a, tu vois, rien qu'en Suisse francophone, il y a 1,2 million d'habitants à peu près, et puis il y a 4 facs. Ok. Tu vois, complète, avec tout le programme. Donc, tu n'as pas besoin de beaucoup bouger. Mais ce n'est pas du tout le même système. Vous, donc toi, tu fais un dossier. Bah nous, oui, c'est hyper, c'est assez stressant parce que c'est même avant de passer le bac, on doit mettre dans un logiciel ce qu'ils appellent des vœux, et donc les 5 écoles ou facs qu'on aimerait intégrer. Et moi, je crois que j'avais mis 3 facs où il y avait des options cinéma. Je l'ai eu parce que c'est pas très difficile d'avoir la fac. D'avoir des facs là où on aura des chômeurs à la fin. Oui. Il y a de la place. Oui, il y a de la place. Et en fait, j'ai tout de suite vu que ça allait pas le faire parce qu'on est encore plus... on est très peu encadré. La fac, il faut avoir une espèce d'assiduité, d'exigence, de façon de travailler hyper cadrée. Je pense qu'il y a plein d'enfants, de jeunes qui sont pas prêts en fait à se débrouiller tout seuls. Et donc, il y a beaucoup de décrochage à la fac.
Donc moi j'en ai fait partie, mais par contre je me suis dit qu'il fallait que je me serve de la capacité à avoir des conventions de stage, parce que une fois qu'on est inscrit, on peut avoir des conventions de stage pour faire des stages. Et ils sont plutôt cool avec ça, parce qu'ils savent très bien que ça nous permet de bosser et d'apprendre. Et donc même si j'étais pas hyper présente, j'ai réussi à décrocher, je sais pas, je crois que j'ai fait 4 stages grâce à la fac. C'est des Et stages en fait, de combien c'est de là temps? que Ça dépend. Moi, j'ai fait quasiment j'ai fait, je sais pas, 2 mois de tournage à chaque fois. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu commences la fac? Tu comprends assez vite, parce que si j'entends ce que tu dis, tu n'es pas à l'aise avec le système d'apprentissage scolaire, quel qu'il soit cadré, pas cadré, tu es mal à l'aise, tu te sens dans les cancres, tu n'es pas heureuse, tu te dis que c'est pas comme ça que je vais apprendre des choses, tu le comprends encore plus à l'uni. Et j'étais assez malheureuse parce que moi, ce que j'attendais, c'est de pratiquer. Je me disais qu'ils allaient avoir peut-être du matériel qui pourrait me servir. Et en fait, pas du tout, c'est très théorique la fac. Et donc, c'est là où je me suis dit, si je veux mettre les pieds sur le terrain, quoi, sur des plateaux, voir ce que j'ai vraiment envie de faire là-dedans, parce qu'en fait, tu peux imaginer plein de choses, tu sais pas comment ça se passe, comme beaucoup de métiers. Et en fait, vraiment, mon objectif, c'était de réussir à choper des stages un peu à tous les postes, à tous les... Mais tu avais regardé des making-of ou parlé avec des gens pour savoir à peu près quand même qu'est-ce qu'il y a, ou parler avec ta mère qui est comédie décoratrice, même d'intérieur, peut-être qu'elle connaît des gens qui font du cinéma, la France c'est quand même pas si grand, ou pas du tout? Tellement, non. Tu débarques un peu la bouche en cœur sur le premier tournage, alors c'était lequel? Complètement. J'ai fait mon tout premier tournage, c'était Des lendemains qui chantent, ça s'appelle. C'est un film avec Laetitia Casta, Ramzy. C'est tout de suite du gros, quoi. Ouais, c'est pas... En termes de cast, c'est quand même... Ouais, c'était ça pas rigole une pas. C'est Carré Production, c'est une production... Correct, quoi. Ouais, correcte, mais c'est pas non plus pâté, quoi. Non, mais dans le cinéma arrêt essai, un peu mainstream, Complètement carré, comédie, et puis avec ça, c'est assez... c'est déjà du solide, quoi. C'est des films à 10 millions plus, quoi. Ils font des super comédies. Et oui, il y avait du budget. En plus, c'est un film d'époque, donc c'était hyper rigolo à faire. Et là, tu postules. Comment ça se passe? Il y a des annonces? Tu fais des postulations Oui, spontanées? après, moi, je suis parisienne. Il y a des gens qui me disaient... ils cherchent telle personne. Ma mère bossait, mais pas avec des gens du... pour des gens qui bossaient dans le cinéma, mais elle bosse pas sur des tournages. Et voilà, elle me disait, t'envoies des mails à tout le monde, tu te débrouilles, Donc ta mère est pour beaucoup dans ta carrière, en fait, je comprends bien. Elle te dit, mais va faire une fac, puis après elle te dit, bon, je connais des gens... mes parents, ils m'ont poussée à essayer de pas stagner, quoi. Mm-hmm. Après, là où... Ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait des stages grâce à la fac, et qu'en fait, mon dernier stage... C'était en casting et c'est là où j'ai rencontré Lise et je connaissais rien au casting, je savais pas du tout comment ça se passait. Donc attends, tu as fait un stage sur le plateau? J'ai fait de la mise en scène, j'ai fait beaucoup de la mise en scène, j'ai fait 2 stages en mise en scène. Troisième, quatrième, cinquième? Troisième, stagiaire en général. Donc tu t'occupes des figurants ou bien des petits rôles? C'est ça. T'as aimé faire ça? Oui, j'ai adoré. En fait, ça permet d'avoir une vision très globale de ce qui se passe parce que quand même, quand on est assistant réalisateur, l'idée c'est de réussir à être le lien entre tous ces pôles. J'ai adoré l'espèce de diffusion qu'il y avait quand on partait tourner des scènes. J'ai adoré la prépa, j'ai adoré la façon dont les gens travaillaient ensemble, communiquaient à tous ces postes-là. Donc c'est des longs stages en fait. Ouais. Tu fais la prépa, tu fais le tournage. C'est des longs stages. Et puis après, j'ai fait pas mal de régie, j'ai adoré. Parce que j'avais l'impression que c'était vraiment l'endroit... c'est ce qu'on aime sur un tournage. Mm-hmm. C'est ce qui... Donc la régie, c'est l'organisation pratique, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est parce que c'est... Je précise toujours, parce que tu vois, en allemand, la régie, c'est la mise en scène. Ah oui. Le régisseur, en allemand, c'est le metteur en scène, tu vois. Donc il y a toujours un peu cette confusion. Ce qu'on retrouve quand des fois on utilise des termes anglo-saxons en français, tu vois, producteur exécutif ou comme ça. Il y a des faux amis comme ça dans le cinéma où ça ne veut pas du tout dire la même chose, quoi. Donc la régie, c'est la personne... La régie, non, c'est toute la logistique, en fait. Ouais, c'est ça. C'est la logistique, c'est... Du voiturage des acteurs au bouclage des routes, au lieu, trouver les décors, faire les manger aux autorisations, gens. gérer la cantine, tout exactement. ça. Exactement.
Et ça, c'était assez super. Là, c'est facilement 18 heures par jour, non? Ouais, par Là, contre, c'est très... Je pense qu'en horaire, c'est les gens qui ont les horaires les plus amples. Bien sûr. Parce qu'ils sont là en premier pour ouvrir le décor et en dernier pour le fermer, en gros. Hein. Complètement. C'est des heures et des heures de travail. Ouais. Ouais, dans ce sens-là, c'est un métier un peu dangereux au niveau de la sécurité parce que tu t'épuises vraiment. C'est un métier où tu finis toujours épuisé, quoi. Ouais, bah il faut pas enchaîner les tournages, c'est pour ça qu'il y a l'intermittence et c'est pour ça que ça nous permet... Bah, qu'il y avait, c'est bientôt fini. L'intermittence? Ouais. Ah non. D'abord les retraites, après l'intermittence. Ah non. Ça, c'est pas possible. On va pas se laisser faire comme ça. Et non, et oui, c'est à ça que ça sert. Effectivement, les gens travaillent beaucoup plus que ce qu'il faut. Mais voilà, Non, et du coup, j'ai fait ça. Les gens ne savent pas, mais c'est pas la mine, le cinéma, mais ça demande énormément d'investissement physique et de conscience professionnelle parce que c'est assez précis. En fait, c'est pas un métier très fun au niveau de la coolness sur ce qu'il a inventé et tout. C'est quand même... Ça dépend des endroits. Enfin, je pense qu'il y a de la créativité à chaque poste, mais que... Il y a l'aspect vraiment technique, il y a les machinaux, enfin, c'est sûr que c'est des boulots éreintants, hyper physiques et qui demandent effectivement comment dire, c'est technique, quoi. Ouais, c'est donc, des tu fais de la mise techniciens. en scène, tu fais de la régie, Ouais. tu fais du casting aussi. Et bah pas... Non. Non. Après, j'ai fait un peu d'image Ok. pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Il y avait trop de mathématiques pour moi. Avec quel chef-op Je me suis dit, j'ai fait des captations de spectacles, j'essayais de... J'avais mon petit 5D et j'essayais de bidouiller, et donc je me suis fait un peu embaucher à droite à gauche sur des captations. J'ai bossé pour 30 millions d'amis, j'ai fait ça. Ah, cool. Ouais. Et En fait, t'es très démerde, quoi. Si je comprends Ouais. bien. Déjà ado, pendant le lycée, etc., tu faisais des jobs, des petits trucs. Oui, j'ai toujours bossé. Ouais. J'ai toujours bossé. Mais tu vois, tous ces trucs-là, c'était pas tellement par rapport à ma mère, c'est plutôt moi. Enfin, je sors pas mal et quand on sort, on fait des rencontres. Tu sors où? Et du coup, T'aimes sortir à l'époque, comment? je sais pas, j'avais 18 ans, j'étais aux Abbesses et j'avais tout un groupe de potes, pareil, assez des merdes et on se disait, ah, lui, il fait ça, va lui parler, va lui proposer, envoie-lui un mail. Et en fait, ça marchait pas mal. Et puis après, on devient amis, et puis du coup, on nous recommande. Donc j'avais un peu touché à tout, et j'avais effectivement... j'ai eu un moment où je trouvais plus trop, je voyais plus trop ce que j'avais envie de faire. Je continue à écrire, j'ai toujours écrit beaucoup toute seule des trucs. On n'en a pas encore parlé. Depuis tout petite? Toute petite. Des Donc histoires, des depuis trucs, toute petite, t'aimes un peu mettre en scène, un peu faire du théâtre, un peu écrire, t'es assez sensible à l'image. Et la musique, tu m'as parlé aussi de la musique en disant, si je pense image, histoire, musique, moins. Moins, mais je me disais que peut-être j'y arriverais, quoi. Mais en fait, non. On peut pas tout faire. Non, mais je veux dire, même dans mes films, je suis pas... il y a assez peu de musique additionnelle et tout ça, mais quand je regardais un film, je me disais... Il y a tout ça dans le même objet artistique. Okay. Et oui, non, et c'est vrai que j'écrivais, pas que des trucs bien du tout, mais je posais, je racontais des histoires, j'ai toujours aimé ça. Bonne à l'école. J'étais bonne en français, hein. C'est pour ça que j'arrivais à... Le 10 de moyenne, c'était tout ce qui était scientifique, ouais. C'était vraiment du chinois. Et j'étais mauvaise en langue. Non, c'était un peu chaud parce que j'avais vraiment que le français pour me... Mais t'es française en fait. T'es mauvaise en langue, mauvaise en calcul, mais très bonne en discussion. C'est ça. Ah ben voilà, bienvenue. Ouais, j'ai aimé écrire. Mes profs de français m'ont toujours plutôt bien aimé. C'est vrai que c'était l'endroit où ça allait. Et voilà, je me disais, j'écris mes trucs. Il y a un moment toujours hyper difficile quand on a fini les stages. On sait qu'il faut se mettre à bosser, rentrer dans le monde des grands. Et d'un coup, on est dans notre studio et on gagne pas de sous et on a plein de d'envies et on n'arrive pas à les concrétiser, c'est hyper difficile. Parce qu'à la fac, t'es partie de chez ta mère. Ouais, moi je suis partie à 17 ans et demi. Ah d'accord. Le plus vite possible. Ouais. Et voilà, et donc c'est là où j'ai postulé sur Internet, un truc complètement par hasard. Je regardais, je m'étais inscrite à toutes les newsletters là, de recherche de stage. Mais tu étais toujours encore en fac par filet de sécurité ou tu avais tout arrêté?
moment donné, non, t'as dit j'avais non. arrêté. J'avais arrêté. Je sais même plus comment j'ai réussi à magouiller ce dernier stage. Mais et en fait, c'était ce stage en casting. Donc, ils cherchaient des stagiaires pour faire du casting sauvage dans les rues. C'était qui, une boîte de prod ou une boîte de casting? Boîte de prod. Boîte de prod, il travaillait sur un film, en fait. Il préparait un film. C'était qui? C'était Récifilm, et c'est le film de Rudy Rosenberg qui s'appelle Le Nouveau. Ok. Une comédie avec plein d'enfants. Et c'était le début du casting. Et je me souviens que donc ça a duré plusieurs mois, 8 mois de casting, ce qui est quand même assez conséquent pour un film français, enfin même pour un film tout court, c'est pas mal. Et Rudy était très exigeant, il voulait voir beaucoup d'enfants, et du coup il faisait des équipes, quoi. Donc on était plusieurs à faire équipe et à partir faire du casting sauvage. Mhm. Et c'est là où je rencontre Lise, donc pour le coup c'est vrai que ce dernier boulot, c'était un hasard, quoi. Mhm. C'était ni des copains, ni ma famille, c'est pour ça que parfois Faut y a pas les que les deux, contacts, quoi. mais Pas que t'as les le contacts. vocabulaire, t'as des codes de comportement. Oui, c'est enfin, sûr, t'as on m'avait expliqué comment tout on ce qu'il faisait un faut film, pour c'est sûr. éventuellement on te prenne sans te connaître, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça, t'as déjà de l'expérience. un peu, ouais, Ouais. je pense que j'avais envie, ça se voyait. Et Et moi, j'étais hyper contente de faire du casting parce qu'il y a un endroit où je connaissais vraiment pas le milieu du casting sauvage, et il y a un côté très palpitant parce que c'est un peu une enquête. Tous les matins, on va appeler tous les lieux dans lesquels qu'on aimerait intégrer, un peu comme des agents spéciaux. Et puis là, on est en repérage. Donc tu cherches des enfants pour ce casting. Ouais, C'est quoi les critères qu'on te donne plein de critères différents. Il y avait plein de rôles différents. Et c'était assez ouvert. En fait, dans le casting, il y a quelque chose qui s'explique pas trop. C'est qu'il y a des gens qui sont bons en casting sauvage et il y a des gens qui sont pas bons en casting sauvage. Mhm. C'est comme avoir un regard plus ou moins affûté sur la recherche, une sensibilité particulière à tel ou tel visage, c'est sentir qu'un enfant, une énergie, il y a un potentiel, quoi. Et j'ai senti que j'étais pas mauvaise. Et je me suis dit, c'est bien, c'est agréable. Tu aimais faire ça? Ouais. C'était le premier truc que tu faisais ou t'aimais vraiment ou bien? Non, pas le premier truc. Non, je te disais, la mise en scène, j'avais aimé, la régie, j'avais aimé, mais puis je grandissais, j'étais moins jeune. Mhm. Et je sais pas, ça commençait à être un peu plus clair dans ma tête. Que Et tu j'avais vraiment travaillais en envie de binôme réaliser. avec Lise ou bien tu l'as juste croisée et puis vous avez commencé à discuter ou bien vous On bossiez bossait, ensemble? en fait, de temps en temps, on bossait ensemble. Moi, je bossais beaucoup avec Rudy. Mais c'était 8 mois à plein temps, bien? Ouais. 8 mois à plein temps? Mm. Puis c'est Et le week-end, on était en casting. C'est des Donc, stages c'était un payés ou gros bien truc. comment ça se passe chez vous? C'est des stages payés Ouais. en stage, quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est Je quoi sais les plus, tarifs? c'était 400 € le mois. Ouais, c'est ça, ça te permet juste de Oui, donc survivre, c'est sûr quoi. que c'était un gros truc pour moi, ouais. Ouais. Et j'ai fini par être embauchée sur le film parce que ça se passait bien et parce que ça se passait bien avec les enfants. J'avais travaillé en répétition. Comment tu procèdes, toi, quand tu castes? C'est quoi la démarche quand tu dis, d'abord tu repères des lieux, si je comprends bien, bon c'est spécifique pour les enfants, je pense que c'est différent si tu castes des adultes, etc. Ouais. Là on parle de casting sauvage, c'est-à-dire on va pas mettre des annonces professionnelles sur des sites professionnels, on va chercher les gens, c'est un peu ça le principe, quoi. Donc on va les chercher là où ils sont. Ouais. Donc le premier pas c'est d'avoir le droit d'y aller, je pense. Oui, en fait, ça dépend complètement de l'histoire que raconte le film, parce que en fait, le casting sauvage, c'est aller chercher des gens dans le décor du film. C'est-à-dire que si le film se passe à tel endroit, et c'est pas forcément soit géographique, ou alors telle classe sociale, ou alors ce personnage, c'est aussi des activités. Par exemple, un film qui parle du patinage artistique, on va aller que dans les clubs de patinage. Enfin, il faut que le gamin... patiner, voilà. ouais. Alors après, on peut avoir... je veux dire, il y a des coups de cœur de casting et où on se dit, il sait pas faire du patinage artistique, mais je l'ai vu dans la rue, c'est lui. Et on va se débrouiller pour qu'il puisse en faire et apprendre. Mais globalement... Un peu comme avec un acteur et une actrice, quoi. Oui, Quand tu as ça un gros arrive. rôle avec quelqu'un qui chante, tu dis est-ce que je prends un acteur
fait du playback, ou bien il apprend à C'est ça. chanter, ou est-ce que je prends un chanteur à qui j'apprends à jouer, ou est-ce que je cherche, que je trouve La quelqu'un qui question sait se faire les pose. deux, quoi, ouais. Chaque réalisateur a peut-être... Je comprends bien pour les capacités techniques pour les enfants. C'est plus abstrait, plus mystérieux pour les classes sociales. Par exemple, parce que tu vois, un enfant de bourgeois peut jouer un enfant de banlieue. Bah non, moi je pense Non, pas. tu penses pas? Non. Tu penses qu'il y a quelque chose chez l'enfant, pour toi, il y a quelque chose du 1-1, c'est-à-dire un enfant peut bien jouer Je seulement pense s'il que connaît. ça... Mais je pense que c'est pareil pour les adultes. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui trahissent de là où on vient. Et quand on raconte une histoire comme ça, moi, j'arrive pas à y croire. Il y a un endroit où ça ment pas, quoi. Il y a des choses qui mentent pas. Et comme on aime et qu'on a le goût d'un cinéma très réaliste et qu'on a envie de raconter ce qui est le plus proche de la vérité, ça nous viendrait pas à l'idée de prendre... Mais je suis pas trop quelqu'un d'accord de- avec les très grands acteurs. Je trouve qu'il y a des acteurs, tu vois, je sais pas, Olivia Colman ou des gens comme ça, ou certains acteurs anglo-saxons, je trouve que il y a des acteurs où je peux les accepter dans des choses très très différentes. Ça dépend vraiment surtout de leur talent d'acteur, quoi. Ouais, Plutôt que de ce il y a qu'ils deux sont. écoles. Je comprends très bien parce que même... je veux Pour dire, les nous, enfants, je suis souvent, assez d'accord avec nous, toi. souvent, on croise des comédiens qui nous disent... Mais on a fait travailler des comédiens professionnels aussi sur Les Pires, par exemple. Et oui, c'est sûr que pour les enfants, voilà, il n'y a pas photo. Non, mais pour les pires, tu triches un peu parce que comme les rôles sont des rôles de comédiens, en faisant jouer des comédiens professionnels, tu réponds à la même chose. Donc évidemment, tu Bah peux. non, parce que... Sans faire de rupture logique, si tu veux. Parce qu'ils jouent ce Oui, qu'ils ça sont. passe mieux. Ouais, Mais ils je jouent veux ce qu'ils dire, sont. Tu leur ils demandes jouent pas d'être soudeur, quoi. Mathias Jacquin, qui joue l'ingénieur du son, Mhm. dont elle tombe amoureuse, il n'est pas ingénieur du son, il est comédien, professionnel de théâtre. Donc on travaille avec des Ouais. comédiens. Mais c'est vrai qu'il est proche de ce qu'on raconte de ce personnage. Il vient de cet endroit. Alors, ce que je voilà. dis, hein, ça ne s'applique pas à votre cinéma. Au film, au pire, etc. Où je comprends tout à fait la logique. Je parlais plus d'une façon générale. Mhm. Toi, où je suis assez d'accord avec toi pour les enfants. Parce que je pense qu'un enfant, jouer pour un enfant, c'est être ce qu'il est et avoir la capacité de le rester malgré le tournage. C'est ça la grande difficulté, je pense. Ouais. C'est dans le casting pour enfants. Mais moi, je pense trouve- que c'est pas que être ce qu'il est. Non, pas que. C'est mais réussir à travailler et incarner son rôle, c'est un vrai talent, en fait. Ouais, mais c'est... Comment dire? Moi, je trouve chez les enfants... Mais c'est une nature, je suis d'accord avec toi. Tu vas Ouais. chercher une nature qui est la nature qui a été écrite. C'est-à-dire, on va pas complètement chambouler ce qu'il est, lui faire travailler quelqu'un d'aucun rapport. Parce que, en fait, le casting sauvage, c'est l'inverse de ça. C'est aller chercher quelqu'un qui ressemble au rôle et qui va même nous inspirer des choses et qui va nous donner envie de filmer ça de telle ou telle manière, changer une phrase pour qu'il puisse rencontrer le personnage. Et c'est ça qui est hyper beau. Moi, en fait, c'était un peu une révélation pour moi, ce stage en casting, parce que j'ai vu et j'ai été assez bouleversée par des enfants qui réussissaient à s'approprier des choses du personnage, à les retravailler comme des comédiens professionnels, en fait. Alors que c'est des enfants et qu'on leur a jamais... Enfin, ce côté un peu inné, je trouvais ça beau, quoi. Je trouvais ça fort, comment ils arrivaient à se servir du jeu pour faire ressortir des choses. Quand tu étais dans cette phase de casting, tu procèdes comment, en fait? Tu vois quelqu'un, c'est, comme tu disais, c'est une sorte de feeling. Bon, il y a un morphotype, déjà. Tu dois chercher quelqu'un qui est de couleur ou pas de couleur, Ouais. qui est grand ou qui n'est pas grand, qui est blond ou qui n'est pas blond. Enfin, tu as, je pense, un certain nombre de contraintes. Et puis après, c'est quoi ta démarche? Je pense que tu as développé une méthodologie, un petit peu, ou bien? Ouais, mais alors qui a un petit peu changé depuis le film de Rudy. Sur le film de Rudy, moi je faisais un peu ce qu'on me disait, fallait aller dans la rue, il fallait trouver on faisait beaucoup de sorties d'école, on essayait d'intégrer les cours de récréation, ça c'était encore mieux, c'était le Graal parce qu'on pouvait y aller, avoir du temps. Là, tu Les dois sorties demander d'école, il y a une l'autorisation, quoi. foule, on doit demander l'autorisation, on Tu fait l'as un premier facilement en rendez-vous. France? Ça dépend, mais on l'a eu. On l'a eu pas mal. C'est plus facile d'être une femme quand on fait du casting sauvage. C'est évident. Je pense, oui. Je pense que... Pour ces raisons-là... Je pense qu'il veut faire de la traite d'enfants, il vaut mieux une être femme réalité. comme rabatteur, parce qu'on se méfie moins, quoi. Mais non, c'est sûr, oui.
Et voilà, et après, pour le coup, comme c'était assez ouvert, c'était aller dans tous les endroits où il y avait des enfants. Donc on se fait les fêtes foraines, on se fait la Foire du Trône, les piscines. Voilà, et c'était assez génial parce qu'on fait des rencontres tout le temps, on papote donne avec envie les de faire des parents. enfants ? Ça donne envie de faire des enfants, je sais pas. À ce moment-là, non, j'étais plutôt, j'étais pas là-dedans. Mais par contre, les castings, c'était assez génial parce que donc il y a tout. En gros, je te fais une semaine type, mais parfois c'est différent. Il y a toute une préparation, donc on prépare tous nos rendez-vous, on dit on va se rencontrer, est-ce qu'on peut venir à tel endroit, et puis il y a d'autres endroits où on ne demande pas. Les fêtes foraines, on y va, on ne demande rien. Mais, vous allez en équipe, tu dis on, vous êtes toujours ouais, plusieurs ? Ouais, on était 2 et ça tournait un petit peu. Lundi, mardi, on est ce qu'on appelle en sauvage, donc c'est des journées où on va rencontrer des enfants, on prend des contacts, on se fait des petites notes pour pas les oublier, ce qu'on a aimé, ce qui nous a plu, pour quel rôle. Et les mercredis, samedis, dimanches, on est en casting. Les enfants, quand tu les rencontres dans ces 2 jours de casting sauvage, tu leur parles, tu leur donnes un papier. Bien sûr, on leur explique. Ouais. On leur explique le film, on leur explique la démarche qu'on fait, parce que évidemment qu'il y a même des parents qui flippent. Je comprends. Oui. On leur donne effectivement souvent un petit papier avec la boîte de production pour qu'ils puissent regarder sur Internet, avec nos mails. Et ce qu'il faut en général, c'est réussir à avoir leur numéro, parce que sinon on perd beaucoup de gens. Et puis c'est un peu le comble du casting sauvage, c'est que souvent on va aller s'intéresser à ceux qui viennent pas, qui nous mènent la vie dure, qui sont plus réticents. Qui savent se faire désirer, quoi. Voilà. Et souvent, quand ils viennent en casting, ils sont intéressants. Et parfois, c'est aussi ce qui crée qui crée pas mal de déconvenues, c'est que à travailler avec des enfants comme ça, ils plantent aussi, souvent. Mais travailler, tu veux dire, c'est quoi le processus ? Après, là, on est dans la semaine type encore. Hein. Ouais. On a lundi, mardi, après, voilà, on parle, on donne des petits biens. Après quoi, c'est eux qui rappellent, tu les rappelles, puis comment c'est ? On les rappelle, on prend des rendez-vous et on fait des castings. Nous, avec Lise, plus ça va, plus on fait des entretiens assez longs avec chacun au début. Filmé déjà ? Un peu comme ça, ouais. Tout de suite, vous filmez ? Filmé. Et on leur explique bien que c'est des images qui restent entre nous, que c'est un lieu où tout peut être dit. Et il y a comme ça un espèce d'entretien assez intime entre nous, les enfants, mais où nous-mêmes, on dit... on lui dit, si tu as des questions, tu as tout à fait le droit de nous en poser. Et aussi pour que chacun ressorte du casting en se disant, on sait très bien que la majorité des enfants vont pas être pris. Donc l'idée, c'est que le moment, cette bulle de casting, soit un moment aussi intéressant, agréable, un moment de partage pour eux. Enrichissant et parfois assez libérateur. Enfin, on a déjà vécu des moments très forts dans ces entretiens. C'est peut-être un peu dangereux même, non ? Tu peux être amené à apprendre des choses ou à devoir te positionner par rapport à une parole que tu récoltes qui peut-être est un peu mal à l'aise ou ça doit être un peu... Ça arrive. Ouais, j'imagine avec des enfants. Et quand tu dis on fait des choses assez longues avec Lise, c'est combien de temps ? Des entretiens ? Ouais. Je sais pas, on prend entre 10, 15 et 20 minutes si on a l'impression que c'est important. Et après, on fait passer les essais. En général, on a une scène ou deux de notre film au début qu'on ne fait pas travailler comme la scène écrite, évidemment, mais on crée une improvisation pour voir si il serait capable de se mettre dans tel état. Donc il y a d'abord, si je comprends bien, il y a d'abord un premier contact, voilà, on fait ça, est-ce que tu serais intéressé ? Si oui, parle à ta maman ou à ton papa, écris-nous, etc. Il n'a pas écrit, mais il était vraiment bien. Tu allais le téléphone, essayer de le rappeler, ou bien retournons à la patinoire, le gamin qui fait du hockey. Parfois on en vient à ça. Alors lui montrer qu'on a vraiment envie. Si tu arrives à convaincre cet enfant, tu as un rendez-vous, alors là, qui est fixé mercredi après-midi à 16h au bureau de prod ou bien Dieu sait où là tu filmes, vous êtes les deux d'habitude, Lise et toi. On parle là maintenant déjà de votre film, hein, déjà des pires un peu, ou bien de comment vous travaillez maintenant. Quoi. Alors sur les pires, on a été aidés par une directrice de casting qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Marlène Serrour, et son équipe, parce que sur un long métrage... même nos producteurs, ils nous ont dit, c'est pas vous qui allez faire tout le casting, c'est trop énorme. Et du coup, ils ont fait un premier
tout ce travail dont je te parle, de recherche, de prise de contact, c'est beaucoup eux qui l'ont fait. Nous, on reçoit on en discute ensemble, hein, et on reçoit les vidéos, et là, on fait entonnoir. Mais ça te manque pas de ne pas le faire aussi, un peu du sauvage? En fait, on le fait vachement après, parce que au départ, on part avec eux pour qu'on soit tous un peu raccord sur la façon de faire. Donc ça nous fait déjà une semaine de sauvage. Nous, on n'en a pas parlé, mais quand on écrit, on part en immersion, donc en fait on fait comme du casting. Ah, on n'a pas encore parlé du film. Donc, on n'a pas été stage officiellement encore. Hein. Donc pendant l'écriture, on est en casting. Ouais. Et après, on revient tout le temps revoir 10 ou 15 enfants à chaque fois par salve. Donc en fait, on fait du casting beaucoup. Donc ça me manque pas. Ça me manque pas foncièrement. Et puis en plus, on travaille sur tellement d'autres trucs, nous, en même temps. Je te demande parce que, tu vois, autant quand tu me dis je me sens du côté des cancres, la fac, tu vois, tu as tes yeux qui s'éteignent un peu. Et puis quand tu parles de ton stage en casting et de comment tu aimes ça, et quand tu dis c'est pas explicable, mais il faut un certain don, il faut sentir les trucs, il y a des gens qui sont bons casting sauvage, il y a des gens qui ne sont pas bons, ben, on sent que tu aimes beaucoup faire ça. Oui. Et que tu as un talent là ou un plaisir, enfin je veux dire les deux choses sont liées probablement, c'est pour ça que je te demande est-ce que ça te manque pas, parce que c'est très particulier quand même. Mais en fait ça prend un temps fou, nous on fait des castings qui durent quasiment 1 an, donc c'est ce que je te disais, en fait on fait du casting pendant 1 an. Et ce que j'adore aussi dans ces séances de casting, c'est la rencontre avec ces enfants et les diriger, voir les diriger, enfin je veux dire... et ça, je sais qu'on va le faire après pendant des mois de répétition. Et donc non, en fait, j'aime tout, en fait. Là, je suis à la place que je préfère au monde. Je me sens très, donc, très tu fais ce stage en casting, tu rencontres Lise. Voilà. Et c'est un peu de là que va arriver le court-métrage. Complètement. Ouais. On ne se connaît pas. On est envoyés toutes les deux à Valenciennes. Parce qu'on est à la recherche d'un profil assez atypique, un enfant qui pourrait venir, qui est censé être très drôle malgré lui, et du coup qui pourrait venir d'horizons complètement différents. Et là, on se disait... L'input, c'est drôle malgré lui. De quoi ? L'input, c'est drôle malgré lui. C'est un enfant qui a une certaine bizarrerie, qui pourrait... et en même temps une naïveté comme ça, très touchante, qui pourrait être un peu en décalage. Ou qui zozote, ou je sais que sur ce casting on a eu beaucoup de mal à le trouver, donc on a aussi pris contact avec les enfants, les associations d'enfants bègues, donc c'est là où on va dans des endroits que en fait c'est hyper enrichissant, c'est passionnant parce qu'on voit des choses. Il y a des associations d'enfants bègues. Ouais, il y a de tout. Il y avait je sais qu'il y avait une école particulière, privée, ou privée, je ne sais plus si c'était privé, mais des enfants 10, donc dyslexiques, dyscalculiques, tout ce que tu veux, quoi. Voilà, et voilà, c'est trop intéressant. Et là, on s'était dit, en fait, peut-être on était trop à Paris. C'est un peu salaud quand même de se dire, cherche un enfant qui est drôle malgré lui, on va chercher un bègue. Mais non, mais parce que c'est ce que je te dis, ça pouvait être un enfant qui venait de plein d'horizons différents. Mais qui doit être différent, justement. Mais qui avait quelque chose de très touchant. Et en fait, c'est hyper touchant, un enfant qui a des difficultés d'élocution. Oui, bien sûr, quelle qu'elle soit. Parce que ça raconte pas que des difficultés d'élocution, ça raconte tout ce qui se passe dans sa petite tête un petit peu fragile. Et du coup, ou un peu traumatisé. Enfin, on sait aujourd'hui que ces enfants-là, c'est peut-être des enfants qui ont vécu des choses. Donc, et c'est ça le cinéma, c'est de raconter aussi par rapport à... De trouver des personnalités qui racontent plus que ce qu'ils pourraient dire avec leurs propres mots. Oui, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu vois, quand tu dis on fait des entretiens un peu plus longs et tout, moi j'ai un peu cet a priori de me dire que souvent les gens qui sont bons au cinéma, dans le jeu, ils ont des failles, quoi. Ils ont des personnalités un peu cabossées. Quelque part, j'ai un peu cette appréhension naïve de me dire que pour en être à avoir plaisir à ce qu'on te regarde, il y a un problème quelque part. Ouais. Problème positif, problème qui n'est pas forcément un drame, mais qui peut aussi être plus lourd.
Je suis un peu d'accord avec Tu vois, toi. donc je trouve que le casting d'enfants et comme producteur, quand tu produis des films avec des enfants, je trouve que c'est une grosse responsabilité morale. Parce que c'est pas des profils standards, quoi. Complètement. Ils sont rarement banals, les gens Ouais. qui sont bons devant la caméra, et parfois fragiles. Bah, c'est exactement le sujet de notre film. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on s'est questionné sur ces profils, justement, qui vont aller intriguer, attirer des réalisateurs plus que d'autres. Et à quel point on a une responsabilité là-dedans, c'est sûr qu'il y en a une. Et en même temps, c'est un film qui raconte aussi toute la beauté de ce qui peut être cathartique dans le jeu et dans ces rencontres-là, et qui peuvent, à un endroit, faire bifurquer un destin, quoi, comme celui de Mallory, par exemple, qui Qui joue l'adolescente. joue Ce l'adolescente. que je te propose, Seb, c'est qu'on regarde la bande-annonce, parce qu'on va commencer à parler du film. Le film, il est en salle. On passera cet enregistrement mercredi qui vient, là, le jour de la sortie. Le film, il est en salle depuis mercredi, je ne sais plus combien on est, début avril. Pour les avant-premières, ça sera râpé, parce que là, on est vendredi, elles sont vendredi, samedi, dimanche, donc les gens ne pourront pas te rencontrer. Mais ils pourront nous écrire s'ils veulent te rencontrer, parce qu'ils ont un enfant tellement formidable à te proposer. Ça, c'est un autre... On n'en a pas encore parlé, mais c'est un autre problème du casting d'enfants, c'est les parents, quoi. Ouais. Parce que quand c'est les parents qui veulent être acteurs, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que moi, j'ai eu des expériences assez traumatisantes de ça, où tu sens que la petite fille ou le petit garçon, il est malheureux, il a pas Mais envie ça, d'être on là. le sent, nous. Hein. Ouais, mais On n'y va pas. Ouais, mais des fois, tu vois, par exemple, tu as des moments où tu fais des castings en disant, OK, là, on ne sait plus trop quoi faire, on va donner des rendez-vous. On va dire, on fait un casting, quoi. Et là, C'est pour ça qu'on évite un peu. tu ramasses la C'est pour colère ça de que le Dieu, quand même. sauvage, c'est nous qui sentons, mais on a affaire à ses parents, ouais. Bien sûr. On regarde la bande-annonce, puis après, comme ça, quand on parle du film, on voit un peu plus qui sont les personnages et qui sont les gens dont on parle. Action. Coupé. Attends. Ryan. J'étais sur le film. C'était bien? Trop bien. Le film où il montre que des cassos là. Pourquoi tu dis ça, wesh? T'es payé pourquoi? Pour tourner dans le film, cousine. Monsieur, prenez le sac. L'acteur, il vomit sur commande, je vous jure. Fais gaffe quand tu discutes et que j'ai pas éteint ton micro parce que j'entends tout. Insultez-vous avec vos propres mots. Un clochard. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Et Ryan, t'as le droit d'être en colère. Mais il faut aussi que t'apprennes à te maîtriser, tu crois pas? Je vais faire une enfance dans l'intrigue que dans un... Bah tu sais, avec les associations, on fait un boulot au quotidien pour que l'image du quartier elle change. Mais en fait, ce que vous faites là, bah ça stigmatise. Et pourquoi vous n'avez pas pris des vrais acteurs? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont été choisis parmi des centaines et des centaines d'autres enfants. Et c'est un film pour la télé ou le cinéma? Pour le cinéma. Bah on va travailler la scène de cul cet après-midi avec Lily, ma petite Sleepy. C'est vulgaire, hein. J'espère que tu parles pas comme ça à l'école, hein, je te le dis. Concentrez-vous. T'es vraiment doué. T'es pas donné à tout le monde de jouer comme ça. Je suis une star, moi. Tu dois faire confiance à ce que tu ressens. Être en colère quand il faut être en colère. Et pleurer quand on a besoin de pleurer. Moi, je pleure pas, moi. Voilà, c'est juste pour qu'on voie un petit peu... ça, c'est des enfants que vous avez castés pour votre film. Ouais. Film qui, on aura l'occasion de le dire, parle un peu de ça, justement. Donc, tu rencontres ta co-réalisatrice, co-scénariste en travail. Voilà, et donc c'est vrai qu'on est complètement... On a dérivé. Mais on se retrouve à Valenciennes pour chercher ce petit garçon. Et on fait... le tour du coin et on tombe sur un collège qui s'appelle Chasse Royale où on avait eu un super contact avec la directrice. C'est assez rare pour qu'on le note. Et qui s'appelle Catherine Delbury et qu'on porte dans notre cœur parce qu'en fait, cette directrice, c'est une des rares à avoir complètement compris à quel point ça pouvait aussi apporter des choses aux enfants et elle nous proposait comme ça de faire même un travail d'échange quoi, à un moment.
Et donc elle nous a ouvert les portes de l'endroit et elle nous a vraiment laissé hyper libre d'aller à la rencontre des enfants. Et on a passé les castings dans le collège. Donc voilà, pendant une semaine, on était avec elle, avec ses enfants dans ce collège. Et du point de vue de la directrice, avec une démarche pédagogique là-dedans. Ouais. C'est-à-dire, vous venez pas simplement à vous servir comme au Oui, et supermarché. puis c'était, bien ouais, sûr, mais ouais. c'était une directrice proche de... C'est un peu une artiste, quoi, Catherine. Elle a quelque chose de... Les règles, enfin, elle est un peu punk et on s'est bien entendu. Mais ça existe vraiment un collège qui s'appelle Chasse Royale. Ouais, mais en fait, c'est le quartier de Chasse Royale, à Valenciennes, qui est un quartier périphérique. Donc, qui est assez loin et c'est un peu le quartier où ils ont mis... c'est un peu un quartier de laissé pour compte, quoi. C'était un peu le quartier des gens qui avaient pas... Enfin, moi, j'ai rarement vu une misère sociale aussi grande qu'à cet endroit. J'ai jamais pris une claque comme ça et je savais pas que ça existait aussi près de chez moi, en fait. C'est assez ironique, quand même, que ça s'appelle Chasse Royale. Ouais, complètement. Bah, c'était une ancienne terre de chasse. Bah ouais. Ouais, et le titre nous est apparu très vite. J'imagine, ouais. Et donc c'était assez fou parce qu'on se retrouvait complètement dans ces questions-là. On se disait... donc on fait ces castings et gros coup de cœur, énorme coup de cœur pour 2 enfants à cet endroit-là, alors qu'en fait c'est quand même assez rare. Enfin, je veux dire en termes de pourcentage, aller dans un collège et avoir 2 gros coups de cœur auxquels on croit vraiment, ça n'arrive quasiment pas. Bien sûr, ouais. Et dont une jeune fille et ce petit garçon. Et on se dit, il est super ce gosse, même s'il porte quelque chose de... Effectivement, il a l'air hyper cabossé, et en même temps, il a une certaine folie, une joie de vivre, une façon de parler, tout. Enfin, quelque chose qui sort de l'ordinaire et de éminemment cinématographique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Bah c'est ça qui s'explique difficilement, c'est-à-dire que c'est un enfant qui capte la lumière, qui capte la caméra et qui, quand on se balade avec un caméscope autour de lui, ne change pas entre le moment où le caméscope s'allume et quand il est dans sa vie, quand le caméscope est éteint. Et en fait, c'est très rare ces enfants qui font complètement abstraction de ça, du regard que c'est des enfants qui même eux-mêmes ne posent pas de regard sur eux. Donc il y a quelque chose de très très pur, quoi. Et on le sent, nous, tout de suite. Et en plus, en casting, on les fait un petit peu travailler, donc on voit la marge de progression possible. Et là, il y en avait une très forte. C'est marrant ce que tu dis, j'ai jamais vu la chose comme ça. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire dans le résultat, mais j'ai jamais... Parce que la façon dont tu le verbalises, des enfants qui posent pas de regard sur eux-mêmes, je trouve que c'est une très belle façon de le verbaliser, parce que ça dit en même temps à quel point ça peut rendre vulnérable. Parce que t'as pas ce filtre qui fait que tu te méfies de l'extérieur, quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment d'extérieur si tu te regardes pas, quoi. Oui, alors après, on les fait jouer, donc il y a une improvisation où, par exemple, on lui dit tu dois te mettre très très en colère. Donc en fait, il a le contrôle complet sur... c'est-à-dire, il sait qu'il est en train de jouer et faire quelque chose qui n'est pas du tout réel. Mais par contre, il va passer par plein de moments pour aller trouver cette émotion. Et en passant par ces moments-là, nous, on sent que c'est des vrais moments d'émotion, c'est-à-dire des vrais moments où il ne se juge pas quand il cherche. Et quand il cherche à arriver à cette colère. Et c'est en ça que je dis, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de honte. Parce que, en fait, mais n'importe qui, hein, même des adultes, là, si je te dis, mets-toi en colère très fort, je te mets dans cette scène, il faut que tu me... en fait, tout de suite, on ressent de la honte quand c'est pas notre métier et qu'on n'a pas l'habitude de le faire et les enfants d'autant plus. Donc ceux qui n'ont pas ce filtre-là, effectivement, c'est assez rare. Et je te disais, il y a une marge de progression quand tu les fais travailler 3 fois et que tu vois ce qu'ils sont capables de comprendre. Des indications aussi, parce que c'est pas évident pour un gamin qui, en plus, va très peu au cinéma et a vu en fait assez peu de films dans sa vie, de comprendre ce qu'on lui demande. Donc après, c'est à nous de s'adapter. C'est notre métier et c'est en ça que je pense qu'on commence à être pas mauvaise. Mais eux, faut réussir à voir s'ils captent toutes ces petites choses, ces tout petits endroits de détails. Et quand ils ont tout ça, on se dit oula, là il y a vraiment un truc à faire et en général il
y a quelque chose de fort qui se passe humainement aussi, parce que ces enfants-là, ils vivent un truc avec nous, une espèce d'ouverture comme ça, d'émotions qui vivent pas ailleurs. Et voilà. Et en fait, il y a eu ce coup de cœur. Et ces 2 coups de cœur nous ont donné envie de raconter exactement ce que je viens de te raconter. Donc, une rencontre un peu improbable entre 2 bobos parisiennes qui déboulent dans un quartier très, très défavorisé du nord de la France et 2 enfants qui se retrouvent à passer ce casting. Alors, nous, dans le film, c'est la jeune fille qui passe le casting et c'est tout ce que va projeter son petit frère sur l'expérience qu'elle vit et comment lui, par procuration, va être presque encore plus content. Donc c'est vos 2 coups de cœur. C'est nos 2 coups de cœur. On a écrit pour eux. Et en fin de compte, c'est ce que je te disais, c'est la difficulté aussi du casting sauvage et c'est ce à quoi on est confronté souvent, c'est qu'ils ont lâché pendant le processus pour des raisons très différentes tous les 2 et qui sont liées à leur milieu. Et enfin social, et elle était gitane, et donc c'est encore vraiment autre chose. Et tu veux dire culturellement, politiquement, en termes de rapport de contrat? C'est-à-dire que les rendez-vous n'existent pas, donc on venait et à un moment on la voyait plus. Et donc en fait on allait la chercher, et elle essayait de nous expliquer qu'elle, on pouvait pas la contraindre, que ça marchait pas comme ça, et puis elle venait de se faire déscolariser, donc on n'avait plus vraiment... on n'avait plus accès à elle en fait, et je crois qu'elle avait peur aussi. Et le petit garçon, Corentin, il a été placé et du coup, on n'a plus eu le droit de travailler avec lui. Donc, plus le droit, c'est-à-dire cette décision de juge? C'est une décision qui ne nous appartenait plus parce qu'en fait, le tuteur légal qui était sa mère avait changé et du coup, il avait changé de région, il était dans une autre famille et qui, pour l'instant, n'était pas d'accord. Je pense que c'était déjà tellement difficile compliqué et compliqué qu'il voulait pas... Donc, on a un peu perdu sa trace, en fait. Je crois que même à la fin... Donc, énorme tristesse pour nous, parce qu'en plus, on avait écrit ce film pour eux. Et on leur a dédié le film. Et pour vous aussi, vous comptiez jouer, vous comptez jouer, vous avez joué? Non. Je sais pas, mais j'ai pas vu le coup. Non, on joue pas dedans. Non, pas du tout. C'est vraiment à hauteur d'enfant, il y a quasiment pas d'adultes, et les 2 directrices de casting sont en off au moment du casting. Mais par contre, ça raconte cette rencontre-là qui a été assez déterminante et qui nous suit là encore aujourd'hui. Et on a fait... et on s'est dit, bon... On avait commencé à travailler avec Marine au film Velvet, donc on avait commencé à mettre en place des choses. Et ça, on comment disait, vous trouvez Marine, j'étais à la fac avec elle. D'accord. Et toi, ça sert à la fac quand même. Ouais. Et ben, ça m'a servi à ça, exactement. À me faire une copine brillante. Et elle était assistante à l'époque. Et elle avait demandé à Frédéric, qui était... son boss, si elle avait le droit de commencer à produire un peu sur le côté ce petit film un peu de pote, quoi. Et en fait, ça a pris un peu une proportion qui nous dépassait un peu. En fait, le scénario, on l'aimait beaucoup, et puis on s'est dit... Vous avez écrit à 4 mains? On a écrit à 4 mains, ouais. C'était vraiment pas le moment le plus facile, parce qu'après, on s'est rendu compte qu'à 3, ça circulait beaucoup mieux. Donc, on apprenait aussi à écrire. Enfin, je pense qu'on apprend toute sa vie. Hein. Complètement. Mais en tout cas, là, on a trouvé une façon de faire qui fonctionne mieux à 3. Mais c'est vrai que ce court-métrage... ça dépend sur certains projets. Enfin, là, les pires, c'est Léonore Guret. Et aujourd'hui, on travaille avec Catherine Payet, qui est... une super scénariste. Et que des femmes, c'est un choix ou c'est un hasard ou c'est pas à propos? Non, on avait aussi en tête des hommes. Mais en fait, c'est surtout des choix mais le nombre impair et la façon, la méthodologie que vous avez mis en place. Ça, c'est parce qu'on a testé. On a testé et en fait, on s'est rendu compte que c'était vachement plus agréable parce qu'on n'est pas l'une contre l'autre. Il n'y a pas... ça circule, quoi. On est 3, c'est une vraie conversation, on rebondit, mais on n'a pas l'impression Vous écrivez ou bien vous écrivez, vous vous faites lire, vous discutez, ou ça dépend des moments? Ça dépend, on discute beaucoup, en prenant beaucoup de notes. Avec Lise, on travaille
beaucoup en enregistrant des choses, des moments. T'aimes bien prendre beaucoup de notes, hein? Ouais. Tu disais déjà ça quand tu fais du casting sauvage, etc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on note beaucoup de choses. Mais parce qu'en fait, à la fin, on a un espèce de... Tu dois les relire les notes ou le fait de les avoir pris te fait t'en souvenir? Non, on les relit. On est assez... après, on se fait des lexiques, on se fait des... Ah, vous êtes bien atteinte, quoi. Ouais. Ok. Et surtout, on retranscrit. Par exemple, là, je te racontais tous les castings des pires qu'on a fait. On les a retranscrits. Donc, je sais pas, tous ces moments de 20 minutes de moments un peu pas privilégiés que vous mettez en place à deux, avec une ou deux caméras? Un caméscope. Une caméra avec un caméscope, vous retranscrivez tout? Oui. Ah, vous êtes des grands malades. Oui, c'est très long, c'est très laborieux. Aujourd'hui, on se fait aider. Et ça vous aide pour l'écriture après? Ah bah en termes de vocabulaire, en termes de syntaxe? Il y a tout là-dedans et il s'agit de prendre ce qu'on préfère, ce qui nous inspire le plus. Parfois, 3 enfants qu'on a vus rencontrer vont devenir un seul et même personnage. Il y a des phrases où on se dit cette phrase, il faut qu'elle soit dans le film. C'est là où je te dis, on se fait des lexiques, on se fait des bibles de personnages, et puis on fusionne tout ça. Et le gros travail dans notre façon de travailler avec lui, c'est le tri de la matière qui est énorme. Et c'est pour ça qu'à 3, c'est bien aussi, parce qu'il y a une tierce personne qui n'a pas fait partie des immersions. Oui, c'est un peu comme le monteur pour un film, quoi. Il faut qui quelqu'un arrive qui soit pas avec imprégné sa par patte, comment ça s'est passé, mais qui peut prendre un peu du recul par rapport à ce qu'il y a, quoi. Avoir ce regard. Mais sur Chasse Royale comme sur les pires, le milieu de départ, le milieu social d'où viennent les protagonistes, c'est, si je le caricature un peu, des milieux défavorisés, facilement stigmatisés, des situations sociales dures, avec des situations psycho-affectives dures, avec des vies assez qui frottent, quoi, avec des enfants qui vivent des réalités dures, quoi. Raconter des histoires qui s'inspirent, qui sont quelque part racontées par ces rencontres, ça vient complètement par hasard, c'est une décision chez toi ou une volonté chez toi ou ta co-réalisatrice, co-scénariste de trouver que c'est de ce monde-là qu'il est important de parler, parce que c'est très étrange en fait le processus que tu décris, c'est-à-dire c'est un cheminement en fait, c'est un cheminement. Lise, elle est un petit peu plus âgée que moi, elle a fait de la psycho et du théâtre, donc et je crois qu'elle était assez bonne élève. Et donc elle a quelque chose de... Comment tu sais que c'était la question que tu allais poser? Non, mais on est assez complémentaires en fait, parce que, je veux dire, elle pour le coup, je pense qu'elle a été élevée dans une famille, enfin je le sais, dans une famille beaucoup plus politisée que moi, avec... c'est des choses dont on a beaucoup parlé chez elle. Donc elle me nourrissait aussi vachement de ça, parce qu'en fait, cette semaine-là, moi j'étais... Enfin, on était toutes les deux un peu traumatisées par ce qui se passait et ce qu'on voyait. À Chasse Royale, donc. Ouais. Moi, je rentrais le soir, je pleurais, j'avais besoin de raconter ce que je voyais. Je sortais de casting, j'avais mal au ventre. Et je me disais, putain, t'es fragile, quoi. Enfin, faut... Et en même temps, parfois, on se rassurait, on se disait, non, mais en fait, on observe quelque chose qui est hyper dur à observer. Enfin, cette misère sociale-là, elle est très violente, et surtout quand on a affaire aux enfants. Et d'un coup, on se disait, c'est fou parce que on est rentré de ce casting, on a vu ces 2 enfants, on s'est dit, faut pas les laisser dans la nature, ces 2-là. Viens, on fait un film. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé, on est rentré en se disant, alors qu'on se connaît pas très bien, hein. Mais on avait cette sensibilité-là toutes les deux, on a eu un coup de cœur toutes les deux, on s'est dit, on n'a qu'à les faire jouer. Enfin, on a fait du casting, on les trouve géniaux. On va pas aller voir des gens en leur disant, vous voulez pas les faire jouer, on va essayer de les faire jouer. Et donc après, il a fallu se dire, qu'est-ce qu'on va raconter ? Qu'est-ce qu'on raconterait de ça ? Et je crois que très vite, on a eu envie de raconter ce qu'on a vécu, en fait. Et ce qui... de pas imaginer des choses, en fait. Et notre légitimité, on la trouve aussi à cet endroit-là, c'est qu'on parle... On se met pas à la place de gens, d'une histoire ou d'une famille qu'on n'est pas, qu'on connaît pas. On raconte en fait un truc qu'on a vu et observé de A à Z, qu'on a enregistré. Ce qu'on va trouver plus déployé dans les pires, puisque le dispositif, c'est
un casting, un tournage, avec ce que ça implique, ou ce que ça peut impliquer, ou ce que ça pourrait impliquer, sur ces acteurs par opportunisme, enfin des acteurs par hasard un peu, et de tout ce que ça peut impliquer en termes d'abus potentiels, de danger, d'opportunités, enfin à la fois danger et d'opportunité. Le film raconte vraiment ça. Ouais. C'est assez, je pense que c'est assez propre, je sais pas quel âge attaque aux scénaristes et tout, à ta génération, ce questionnement de la légitimité, c'est-à-dire d'où on tire la légitimité d'en parler, tu vois. Desplechin, qui est un bourgeois fini, quand il parle du Nord, lui, ça lui fait pas de problème de légitimité d'avoir ce regard surplombant, ce qui est un vrai problème. C'est un vrai problème. Je te posais la question parce que, toi, comme tu le racontes et tout, tu te dis, mais quand est-ce qu'il y a le doute, par exemple, de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas un peu vampiresque et qu'est-ce qu'on va chercher, quoi, chez ces gens? En fait, c'est des questions... Il y a eu cette expérience de casting et on a fait un film sur le casting, où on parle du casting, on raconte le casting. Et en fait, en faisant ce film, on est devenu réalisatrice et on est devenu ces auteurs, ces réalisatrices qui vont aller parfois puiser les informations, comme tu dis, ce côté un peu vampirique de la chose, quoi. Et c'est vrai. C'est valable pour les Dardennes, c'est valable pour plein de gens, pour le cinéma social. C'est le cas, et en fait, on n'a pas de réponse à donner à ça parce que c'est comme ça qu'on travaille, en plus, nous, beaucoup. Parce que c'est en étant, comme je te disais, dans l'entretien, dans la discussion, dans aller chercher beaucoup de matière. Et en même temps, c'est aussi là où on se sent exigeante avec ce qu'on raconte parce qu'on fait un travail de documentaire, en fait, avant. On pourrait faire un documentaire avec le travail qu'on fait, c'est-à-dire toutes les images qu'on prend, tous les enregistrements qu'on fait, tous les castings, toutes les rencontres. C'est pour être au plus près et trahir le moins possible ce qu'on va raconter de ce qu'on va filmer. Mais c'est sûr qu'en faisant ce court-métrage, on a été confrontés à ça, on est devenu réalisatrice et on s'est dit, en fait, la forme logique du prochain projet, c'est raconter cette équipe de tournage et ce que c'est que d'être réalisateur et d'être confronté à ses propres angles morts à soi, parce que tout réside dans vouloir donner la parole, mettre en lumière, tout en décidant que c'est ton objet artistique, ton projet, et que pour ça, tu pourrais perdre les pédales. Enfin, je veux dire, pour arriver, c'est jusqu'où on peut aller pour l'art. Je pense que ça peut aller très très loin. J'ai moins de problèmes avec jusqu'où on peut aller pour l'art. Il y en a des problèmes, mais j'ai moins de problèmes avec ça qu'avec le point de vue surplombant de réalisateurs, réalisatrices, auteurs, écrivains, quoi que ce soit, qui veulent faire le bien des gens malgré eux. Qui se servent de l'art avec une mission. Tu vois. C'est encore plus problématique, je trouve. Mais c'est légitime. Je dis pas que c'est problématique de mon point de vue, mais j'ai pas du tout la réponse. Et je pense que tu as d'autres façons de voir les choses. Tu peux te dire, attends, j'ai des outils, j'ai un savoir-faire, j'ai un capital culturel. Je peux quand même trouver qu'il est légitime de parler de ce dont je trouve, de faire en sorte que ceux qui n'ont pas les moyens de parler puissent parler à travers ma façon de les faire parler. Il y a plein d'autres façons. Tu vois, j'ai pas de problème avec Ken Loach. J'ai des fois des problèmes, mais c'est un peu marrant parce que des fois, comme spectateur, tes problèmes sont un peu des procès d'intention. Parce que tu es tombé sur un entretien de merde avec Desplechin ou bien avec Laetitia Casta, quand tu dis mais attends, comment ces gens peuvent se permettre de, parce que juste tu as le mauvais entretien, un mauvais moment, puis toi aussi comme spectateur, tu as ce problème, parce que tu peux te dire mais pourquoi tu vas voir le film? Pourquoi tu vas voir un film des Dardennes? Pourquoi tu vas voir Les Pires? Qu'est-ce que tu vas voir, toi, comme spectateur? Et puis en même temps, tu vois bien que c'est pas la fin de la discussion. Parce qu'il faut que les choses circulent. Je trouve que c'est très 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 compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça que nous, on avait envie de faire un film qui serait pas à charge. Parce qu'en fait, c'est pas tout noir ou tout blanc à notre avis. Et puis, il est un peu à charge pour le réalisateur quand même. Mais ça, c'est parce que... tu trouves? Mais en fait, ça dépend. Je pense que c'est parce que vous traitez d'une façon plus rigoureuse que vous traitez les autres, parce que vous êtes intelligente. Et vous êtes plus dur avec les réalisateurs qu'avec le Perchman, par exemple. Qui en plus conclut. C'est sûr, et c'est le personnage qui nous a le plus posé problème, évidemment. Il fallait qu'il puisse qu'on puisse le critiquer, mais qu'il ne soit pas...
comment dire, qui nous rebute pas dès le début du film, parce que sinon on croit plus au film et la rencontre n'est pas intéressante. Mais c'est aussi qu'on se critique nous-mêmes à travers ce réalisateur, et du coup c'est beaucoup plus difficile d'avoir de la distance là-dessus. Je pense. Et ou de la douceur, ou de la compréhension, parce que tu as peur d'être complaisant quand tu parles de toi. Je pense que c'est logique, quoi. Ça se doit, je trouve, dans le... T'as tout compris, et ça, je veux dire, à l'écriture, au tournage, au montage, on nous a fait ces réflexions-là, parce que nous, on était encore plus dur avec lui, dans toutes ces étapes, et à un moment, les gens nous ont dit, vous pouvez pas lui faire autant de mal à ce personnage, vous pouvez pas, il faut qu'on ait de l'empathie, et en même temps, on se disait, il faut quand même qu'on sente que ce mec, il a de la tendresse pour ses enfants, et que c'est vrai, et qu'il est hyper maladroit, mais qu'il n'est pas complètement dénué de talent, que son film n'est pas nul à chier, que ça pourrait être un film qu'on fait, vu que ces séquences sont dans notre film aussi, et qu'elles sont bien, qu'on a essayé de les rendre bien, et qu'on n'ait pas de détestation, mais en fait, il y a plein de gens c'est un personnage qui crée, en fonction de la fragilité de chacun, des choses très différentes. Il y a des gens qui sont là, qui disent « mais ça va, il n'y a rien de choquant, il fait un film », et puis d'autres qui sortent en disant « mais mon Dieu, je ne vais pas dormir tellement je trouve que ce mec abuse et manipule son monde ». C'est hyper bizarre. Je trouve que ce serait exagéré, parce que vous avez quand même dans le film donc, ce réalisateur qui, parfois, comme tu peux le voir sur des tournages, laisse tourner, tu es un peu mal à l'aise, mais ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des adultes. Tu vois bien que les comédiens rament, qu'ils sont en train de se faire du mal, mais tu dis quelque chose va sortir, ou tu laisses tourner. Enfin, tout le monde a vécu ça, qui a une fois ou l'autre, peu ou prou. Donc ça, c'est mis en scène, etc. Il y a une scène notamment, je crois, où Ryan doit s'énerver. C'est la scène de la récréation qui a pas mal marqué les gens. Oui, mais je trouve elle est assez réussie, enfin pour moi comme spectateur, dans le sens où tu vois qu'il n'y a pas de plaisir à voir la difficulté de la scène du point de vue du réalisateur, mais une vraie attente de quelque chose qui va se passer. Ouais. Et puis que la question, elle est, maintenant tu vas attendre jusqu'à quand? Et à un moment donné, tu n'as plus le droit d'attendre, ça devient trop difficile. Je trouve, c'est des thèmes dans l'actualité en partie. D'ailleurs, plusieurs cas, notamment avec Seidel maintenant, avec son film qu'il a tourné à l'Est. Là, c'est lequel? Le dernier, celui où il a un pédophile nazi dans le film, avec des enfants roumains. Non, mais Seidel, non, mais il n'est pas sorti, je crois, finalement. Ça fait partie d'une trilogie. Puis ok. C'est pas l'autre, c'était du nom de cette station balnéaire. C'est pas Rimini. Non, justement, c'est le frère du gars qui est à Rimini. Voilà, c'est le frère du type qui est à Rimini, parce que c'est un diptyque Rimini, tu vois, où tu as une espèce de loser, chanteur de charme à Rimini. Puis l'autre, c'est un pédophile nazi, néo-nazi, je crois, en Bulgarie. Puis il y a eu des gros problèmes sur le tournage, d'après ce que j'ai entendu. Enfin, il y a assez souvent... Alors on peut dire, voilà, encore une fois, le film qui parle du film, les gens du cinéma qui parlent d'eux-mêmes. Sparta, voilà, exactement. Mais au fond, cette réflexion, elle peut se poser sur n'importe quel rapport d'autorité au travail. Complètement. Tu vois, je veux dire, qu'est-ce qui fait le PDG de Peugeot avec ses ouvriers? Bien sûr, ça parle d'un rapport de domination. Est-ce que tu veux obtenir des gens, tu vois, tu les engages pour qu'ils fassent bien leur métier, jusqu'où tu es prêt, où tu dois les faire souffrir. Par exemple, si tu es général de brigade ukrainien aujourd'hui, jusqu'où tu peux aller avec les gens qui sont là. Alors, sauf que là, on parle d'enfants. Et du coup, c'est là où tout est un peu différent, en fait. Parce que quand c'est un adulte face à un adulte, c'est très différent qu'un adulte face à un enfant. Et c'est là où... Je sais pas. C'est là où le monde du cinéma... Mais en fait, un enfant, à part dans le monde du cinéma, n'a pas le droit de travailler. Un contrat d'un gamin de 8 ans, ça n'existe pas. Donc évidemment que nous, on fait hyper attention à ça, et on a une responsabilité. Tu sais, pour l'avoir subi, qu'un enfant, on lui dit 20 fois par jour à l'école qu'il doit travailler. Oui. C'est son rapport au monde, on est fou, mais c'est comme ça. Mais je veux dire, je parle, nous en tant qu'adultes, c'est très différent. Et nous, on leur disait, on est là, on bosse, ils ont beaucoup répété. C'est un film où il y a très peu d'improvisation, donc c'est-à-dire que même Timéo qui joue Ryan, il a appris son texte à la virgule près, quoi. Mais ça en fait, c'est encore autre chose. Mais spécificité, ça aussi, hein, parce que tu peux après garder l'enfant brut et puis dire ok. Ouais, mais en fait, c'est assez lié à ce qu'on se dit depuis le début, qui est de faire attention à la frontière. C'est-à-dire, c'est notre façon de les protéger aussi. De tout ça, c'est de leur dire, c'est un rôle, c'est un personnage,
c'est pas complètement toi, il peut être même assez différent. Et on va travailler pour que tu t'amuses à jouer ce personnage. Et du coup, on fait assez attention à ce que ça se mélange pas trop. Voilà, très souvent, on se dit, on nous pose la question de « Ah ouais, c'est quoi vous ? Pourquoi vous faites mieux que les autres ? Et pourquoi qu'est-ce que vous faites pour les protéger ?» Ça en fait partie, en fait. Que ce soit un texte hyper appris, donc que ce soit, en fait, que c'est été laborieux, c'est un travail qu'on a fait tous ensemble, qu'ils soient hyper conscients de l'enjeu de chaque scène, donc on discute de toutes les scènes. Et en fait, ils arrivent sur le plateau, il n'y a pas de surprise. On n'est pas en train de leur mettre à l'envers. Timéo, il sait très bien ce qu'il va jouer. Alors parfois, il est fatigué, c'est un gamin, il a 8 ans. Parfois, il craque, parfois, il est fatigué, il pleure. On le sait, on le connaît. Nous, ça fait 1 an qu'on travaille avec lui. On ne s'inquiète pas. On sait très bien que c'est le moment de faire une pause. Mais on n'est pas en train de le mettre en difficulté dans des situations qu'il ne maîtriserait pas. Et d'ailleurs, c'est pareil pour tous les jeunes du film. On fait pas... c'est pas un truc qu'on fait. Par contre, il y a des moments assez magiques où eux vont créer des trucs comme ça. Eux vont créer des sorties de route, nous proposer des choses en maîtrise. Et en fait, c'est hyper beau quand ça arrive, ça. Parce qu'ils se permettent de désobéir, mais en restant dans leur personnage et en nous proposant une variante. Et la dernière scène du film, c'est un peu ça qui s'est passé entre les deux. On savait exactement que c'est à ça qu'on voulait qu'elle ressemble. Sauf que comme elle est très difficile, je ne vais pas trop spoiler, mais elle est très difficile à jouer. Et ben ils se sont poussés tous les deux un peu, en partant sur d'autres choses, en parlant d'autres choses. Vous filmez dans la continuité, plus ou moins ? Complètement. Ça fait partie de ne pas avoir de surprise et de faire en sorte que les enfants aient pas seulement la sensation, mais aussi de fait maîtrisent un peu ce qui leur arrive. Complètement, et puis c'est aussi lié à... Quand vous allez filmer l'endurance. Quand vous allez filmer dans la continuité, t'écris en pensant à ça ? C'est-à-dire parce que parfois, tu as un tournage et puis tu dis merde, la scène la plus dure, elle est le 2e jour de tournage. Bêtement, nous on a fait un film une fois, une adaptation. Il y avait Laetitia Casta qui jouait dedans justement, où le rôle principal c'est un ado, enfin un pré-ado, 13 ans. Et puis vers la fin de l'histoire, il se retrouve à se baigner avec une petite fille nue et il a une relation sexuelle avec. Voilà, c'est l'histoire, si tu veux. Et puis c'était prévu qu'on allait faire ça, comme c'est une scène d'intimité, ça se passe dans l'eau, il n'y a rien qui est filmé, mais quand même au niveau psychologique, dans ce que tu dois vivre, c'est du lourd. C'est la première fois que le petit garçon faisait du cinéma, c'est un type qui faisait du karaté, et puis qui habite dans une région genre le Valenciennes de Suisse, si tu veux, mais qui vient plutôt de la classe moyenne, enfin bref. On s'est retrouvés à filmer un endroit, c'était un film qui se passait pendant une sécheresse et tout, il pleuvait, on prenait des jours de retard, et puis le décor où ça se passait, c'était un des rares décors où on pouvait filmer s'il n'y avait pas de soleil. Donc on s'est retrouvés le premier jour de tournage avec cette scène. Ah ouais. Et c'était hyper difficile. Tu vois. Mais si tu Bien sais sûr que nous, on pense à ça. Bien sûr que nous, avec Benoît, le premier assistant, c'était hyper important qu'on travaille le film en pensant à justement comment psychologiquement on avait envie. Ma question c'est, est-ce que déjà dans l'écriture, tu dis non mais cette scène on peut se la permettre parce qu'elle est à la fin, et puis on va la filmer à la fin, elle est très dure, mais si on n'a pas passé le tournage... parce que tu sais pas tellement... Parfois la scène la plus difficile c'est pas celle de la fin. Non, parfois. Mais ma question, c'est ça. Non, on n'y a pas pensé. Est-ce que vous écrivez avec des scènes qui deviennent de plus en plus difficiles, ça fait partie de la dramaturgie? Ou bien l'histoire, elle est plus autonome que ça? Non. D'accord, ok. Non, pas trop. Donc on voit bien l'affiliation entre Chasse Royale, enfin, on voit bien cette logique de je veux faire du cinéma, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça m'intéresse, je prends différents postes, je fais du casting, je rencontre quelqu'un, je vis des choses assez fortes dans ce que m'apporte ce travail. Si forte que j'ai envie d'en faire quelque chose. J'ai envie d'en faire quoi? J'ai envie d'en faire ce que c'était. Et tu fais un court-métrage, il est produit et il est nommé au César. Ouais. Donc tout à coup, je pense que tu acquiers, avec ta co-réalisatrice, co-scénariste, une certaine légitimité. Oui, sauf que c'est une légitimité un petit peu bizarre parce qu'on n'a rien fait avant. Qu'on se rend compte école, et on se dit, non, on vient pas de...
Enfin, même nous, ça nous tombe un peu dessus. Bon, il y a eu Cannes, en fait. Il y a eu Cannes avant. Le cinéma, ça rend possible. Ça, Ouais. c'est pour les acteurs, pour les gens, c'est une des grandes ouvertures du cinéma, c'est que c'est pas seulement du blabla, que les outsiders sont bienvenus. Les 3/4 des gens sont bien dans la norme, faire des trucs nuls. mais tu peux. Ou bien, ouais, complètement. Après, t'as aussi réussi à faire plusieurs choses bien. Bien sûr, mais ce que tu disais, toi-même tu te poses la question, est-ce que c'est un coup de bol, est-ce que mais quand même, je veux dire, il y a des endroits où t'es vraiment pas welcome si t'es un outsider. Oui, c'est vrai. Cinéma, c'est presque un mythe du cinéma. Tu vois, le mec qui est après, serveur, faut être qui produit, faut réussir à... mais même, moi je suis producteur aussi, tu fais un court-métrage vraiment réussi, tu fais Cannes, t'es nommé, même, attends, les filles là, c'est qui? Tu dis, parce que t'espères que c'est pas par hasard. Oui, c'est vrai. Et puis t'espères dire, on a trouvé des nouvelles pépites. Ah oui, on a rencontré plein de producteurs qui étaient prêts à travailler avec nous. C'est évident que ça nous a ouvert énormément de portes. À Cannes, vous étiez dans quelle section? Cannes, on était à la quinzaine et on a remporté le prix du... C'était qui programmait à cette époque-là? À l'époque de Chasse Royale? C'était après Weintraub? C'était Père? Non, c'était lui. C'était Édouard. Ouais, pardon. Mais je trouve que c'était le plus intéressant des programmeurs de la quinzaine sur les 30 dernières années. Je n'aime pas tout ce qu'il aime, mais je trouve que c'était le plus ouvert, le plus rigoureux, décloisonnant les choses et dans des différents genres en mettant des choses intéressantes. En tout cas, c'était assez hallucinant parce que je pense qu'on n'était pas au-dessus de la pile, c'est clair. Enfin, c'était un film qui sortait de nulle part, qui a été fait avec rien. Il a payé cette indépendance-là de sa place à la fin. Ils lui ont pas laissé faire la dernière édition pour ça, parce qu'il est pas... C'est un individualiste forcené, et puis ce qui donne cette capacité à regarder les choses pour ce qu'elles sont, avec un minimum d'emprise, comment il faudrait faire, et de la pression du milieu, et de toutes ces associations qui te mettent sous coupe, quoi. Écoute, c'est vrai que moi je connais pas très bien son parcours et tout ça, mais c'est vrai qu'à l'époque on s'est dit waouh, qu'est-ce qu'on fait là? Ils ont vraiment regardé tous les films qui ont été envoyés. Ouais. Et en plus on a gagné, enfin il y a eu un espèce de truc où on a halluciné complètement. Et on a fait plein de super rencontres et voilà, et on avait eu envie de parler de ça. Mais il y a un truc qui me vient, pardon, mais tout à l'heure tu parlais que c'est toujours un truc un peu étrange de parler comme ça, en surplombant. Déjà, nous, on essaye vraiment d'éviter de surplomber les choses et de parler d'un milieu social qui n'est pas le tien parce que tu as peut-être plus les armes pour le raconter. Mais en fait, il y a tout l'aspect passionné de l'enfance aussi, enfin qu'on est, Lise et moi, c'est-à-dire... je crois que c'est l'endroit de rencontre entre nous. C'est cet amour fou pour l'âge, pour cet âge tendre. Et, de quel âge à quel âge votre passion va? On adore travailler avec des tout petits et jusqu'aux ados, jusqu'à 17 ans, ils sont beaucoup plus chiants. Et durs à gérer. Mais voilà, on a une tendresse pour la jeunesse, raconter ce qui se passe à cet endroit-là, de cette métamorphose complètement tu pourrais faire un film à Neuilly sur des ados? Non. Voilà, merci. Non, mais justement, ça vient exactement se loger là où je voulais te raconter, c'est que cette enfance-là, qui est plus cabossée que les autres, on raconte aussi, enfin je pense que c'est une sensibilité qui dépasse un petit peu parfois les questions de classe et qui parle de ce que c'est que l'enfance et les failles En fait, tu peux souffrir même quand tu es un enfant de bourgeois, tu peux vivre des traumatismes forts, tu peux vivre des moments de deuil, des agressions, abusé, tu peux être violenté, tu peux être dans des détresse psychologique, bien sûr. Et en fait, ça, il y a quelque chose de très universel qui nous touche, nous aussi, dans notre enfant intérieur, dans ce qu'on a vécu dans notre enfance à toutes les deux. Et c'est aussi là qu'on a le sentiment que ça dépasse tout ça. Et qu'on est tous, on a tous été des enfants à un endroit...
Mais pour être tout à fait clair, ma position personnelle, enfin pour être clair, puis on s'en fout un peu de ma position personnelle, on est plutôt dans une discussion, un discours. Je suis un peu mal à l'aise avec ce problème de légitimité, de droit de parler d'eux. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ce dont on parle. Alors évidemment, on est dans une période où beaucoup de choses sont en train de se redéployer pour le bien et pour le mal, enfin pour le meilleur et pour le pire, hein, on pourrait dire. Et c'est normal qu'il y ait un petit peu des abus, un tout petit peu des prises de position qui vont un peu plus loin. C'est vrai pour les questions de genre, c'est vrai pour les questions politiques, mais c'est vrai aussi pour les questions de représentation et les questions... Je crois pas plus tard qu'hier, c'était hier, je crois, j'entendais toute une discussion sur à qui appartient une œuvre d'art. C'était une heure sur... je crois sur Culture, dans l'émission de la philosophie. Et puis il parlait entre autres de cette petite polémique qu'il y avait eu pour la poétesse afro-américaine qui avait lu son poème à la sermentation de Biden. Et puis il y a eu un problème parce qu'ils ont demandé à une traductrice hollandaise, parce qu'ils voulaient traduire ses poèmes en hollandais, qui était validé par elle et par la maison d'édition. Mais ils ont dû annuler finalement ils ont annulé tout le projet parce qu'il y a eu une monstre polémique parce que la traductrice hollandaise n'était pas d'origine africaine et que tu parles pas. Et je peux comprendre toutes les logiques l'absurde de la chose. Et puis tu avais quelqu'un qui parlait d'une façon très intéressante parce que moi j'entends ça, je dis putain les gens ils sont à quel chapitre. Puis tu avais quelqu'un, une militante qui disait non mais c'est une poétesse afro-américaine qui parle de sa condition, de la condition de sa famille. Je ne dis pas qu'il faut l'avoir vécu, disait la personne, pour avoir le droit de la traduire, mais je dis politiquement, on doit se saisir de ça pour au moins commencer par regarder, y a-t-il des traducteurs qui viennent d'un parcours qui est comparable pour leur donner la chance de travailler, par exemple. Complètement. Et c'est un moment mais c'est hyper compliqué, intéressant. C'est hyper intéressant. Je veux dire, c'est un vrai débat et c'est vrai que c'est assez récent. Moi, j'ai beaucoup entendu ça avec Lajli, qui fait Les Misérables, qui est un film magnifique et qui a le droit d'en parler parce que c'est son histoire, c'est son quartier, c'est là d'où il vient. Et c'est un magnifique film sur la banlieue. Et comme si... c'est vrai que ça pose question. Raconter ce film, si t'es pas Lajli qui vient pas de cet endroit et qui est pas noir et qui parle pas et parler des injustices alors que tu les vis pas, c'est questionnant. Mais ça dépend du film. Ouais. Ça dépend de l'œuvre. Je sais pas, moi j'ai pas la totale réponse à cette question non, parce que moi-même je me pose des questions, même sur ces histoires de domination, tu vois à quel point tu prends et à quel point tu laisses et à quel point c'est une réelle rencontre, tu vois, où ça circule vraiment entre tout le monde, ou est-ce que c'est vraiment, ou c'est parce que c'est pour toi que tu le fais. Enfin, on essaye de régler toutes ces questions en fait en les mettant en image dans un film parce que on se dit que c'est que comme ça qu'on va réussir à les sortir de notre tête, ces questions-là. Et en même temps, une chose dont on est sûr et qu'on a envie de défendre, c'est que le cinéma peut permettre des bifurcations de trajectoire, comme je te disais. C'est-à-dire... tu parles des acteurs, là, des enfants. Enfin, oui, de ces enfants qui n'ont rien demandé, en gros, et qu'on va aller chercher, et à qui on va aller proposer une espèce d'écriture sur un an, et puis à travailler, et puis filmer, et en fait, on a quand même tendance à se dire que même si ça peut laisser des traces, même si ça peut être difficile et douloureux parfois, on croit aussi beaucoup au pouvoir libérateur du jeu et à la rencontre et à comment ça peut ouvrir des horizons et à comment à un moment ça peut être une pierre mise sur un chemin qui peut changer des vies, quoi. Oui, et puis c'est à la fois un potentiel, puis à la fois une difficulté. Parce que tu vois, moi, par exemple, comme producteur, ce qui me fait flipper, c'est ce potentiel positif, mais je ne maîtrise pas les enfoirés qui font le même métier que moi. Ouais. Donc je me dis, des fois, c'est pas un cadeau d'offrir ce potentiel à quelqu'un qui n'a pas forcément toutes les armes pour... pendant combien de temps et jusqu'où je suis responsable de ce qui va arriver. De ce que j'ai un peu initié quand tu as... Et putain, c'est difficile. Bah tu vois, nous on se dit qu'on est responsable
toute notre vie de ces enfants. Mais tu peux pas, parce que tu vas faire d'autres films, il y aura d'autres enfants. Mais ouais. Puis tu vas pas pouvoir être responsable des 70 enfants. Non, parce qu'après, c'est du cas par cas. Ils sont pas tous aussi fragiles à tel ou tel endroit. Nous, on les aide, on les accompagne quand à leur demande aussi à tel ou tel endroit. Parfois, c'est les faire répéter parce que c'est difficile et qu'ils ont des castings et que voilà, ou alors c'est de les accompagner. Ils ont eu beaucoup de propositions après le film. Bah Mallory, elle cartonne. Mais Mallory, ça ne m'étonne pas, parce qu'elle crève l'écran. Le petit, tu sens qu'il faut voir. Il etc. est plus jeune et en plus il est en foyer, donc c'est beaucoup moins difficile pour lui d'accéder à tout ça. Ça passe par énormément de discussions avec... de filtres et de conditions. Et donc pour l'instant, c'est en discussion. Mais il a tourné dans un court-métrage après. Mallory, c'est son 4e film et elle a quasiment... elle n'a pas arrêté de tourner et elle a que des premiers rôles. Mais nous, on est trop contentes. Parce que j'ai eu aussi dans ma petite carrière, j'ai croisé aussi parfois des réalisateurs ou des réalisatrices qui deviennent jaloux, qui veulent garder pour eux la personne. Ouais, mais alors ça, j'avoue que c'est étrange. C'est incompréhensible pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent... qu'ils s'éclatent le plus possible si ça leur fait plaisir. Et Mallory, c'est assez dingue parce qu'en plus, elle a vraiment pris goût au travail et c'est ça qui est trop cool. Elle a quel âge, Mallory ? Elle a 16 ans. Elle est jeune aussi. Ouais. Et elle bosse comme une acharnée alors que c'est une gamine qui n'a jamais appris une poésie à l'école. Là, elle travaille parce qu'elle a capté, quoi. Elle a capté que ça lui plaisait, qu'elle était bonne, qu'elle était forte. Elle dit souvent je me suis jamais trouvée belle et là je me trouve belle. Il y a quelque chose où d'un coup elle prend confiance en elle et du coup ça la fait travailler, quoi, et elle est hyper contente de ça. Mais nous, avec leurs agents, parce qu'ils sont aidés aussi, on trouve des agents avec eux pour ceux qui ont envie de continuer, on reçoit les mails des agents. Quand tu dis vous ne pourrez pas faire ça toute votre vie, mais pour l'instant, tant qu'on a l'impression qu'on peut servir et protéger les enfants qu'on a initiés au cinéma, et ben on le fera. Non, mais je comprends, parfois tu peux pas tout faire, parfois t'as pas le temps. Moi là j'ai eu un bébé, j'étais dépassée. Heureusement on est deux aussi et on se divise avec Lise. Mais t'as pas fait un bébé avec la co-scénariste, co-réalisatrice, tu sépares les choses quand même. Heureusement, ouais, parce que comme ça du coup on peut se filer des coups de main. Mais c'est important pour nous, ça va un peu dans tout ce projet, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est que c'est pas pareil aussi, quoi, de faire un casting sauvage, de faire tourner un gamin et puis de plus jamais lui donner l'heure et de plus jamais lui répondre au téléphone. Et en fait, il y en a beaucoup des mecs qui font ça. Enfin, il y en a des réalisateurs qui n'ont pas le temps de... Tout à coup, ça devient masculin. C'est ok. Tout à coup, ça devient masculin. Aïe, on est mal. Parce que c'est ce que je connais, malheureusement. Non, mais c'est vrai. Non, mais je te disais, on n'est pas un milieu très cool et très rigoureux au niveau de la déontologie. On est aussi la mythologie que... Pour le tournage, tout est justifié. Pour le film, tout est justifié. Pour l'œuvre, tout est justifié. Enfin, c'est un milieu un peu qui rend des fois un peu bête aussi, le cinéma, parce qu'il y a beaucoup d'argent concentré, parce qu'il y a des gens qui vivent en push, des milieux très épidermiques et affectifs et tout. C'est pas un milieu facile, mais je suis d'accord avec toi. C'est aussi des opportunités, c'est aussi te rendre compte comme personne que tu vaux quelque chose. Si tu es bon acteur, bonne actrice, valorisé, il y a aussi plein de choses positives, mais ça demande une extrême rigueur d'encadrement, parce que ça peut déborder et déraper un peu par tous les bouts, quoi. Ouais. C'est vraiment compliqué. Après, tu maîtrises pas la vie, quoi. Elle est comme elle est. C'est clair. Non, puis là, ce que tu dis, ça me fait penser au fait qu'en fait, on parle de talent, quoi. On parle de talent artistique et ces gamins-là, ils sont même pas au courant. C'est des talents qu'ils découvrent, qu'ils ont. Et je sais pas si ils auraient pu le découvrir sans ça. Probablement pas. Enfin, tu sais pas comment est la vie, etc. Et puis tous ceux qui sont pas découverts, tu vois, parce qu'après... Il y a tous les artistes cachés dans... Ouais, tous les potentiels qui sont pas accomplis. Tous les Complètement. potentiels qui ne sont pas accomplis, ou l'intelligence émotionnelle, l'intelligence particulière que tu dois avoir, ce que tu disais, hein, ce truc mystérieux que toi, tu captes la lumière, toi, on a envie de te regarder, toi, tu arrives à rester vrai.
t'as ce truc que d'autres n'ont pas. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours, tu vois, quand tu fais des castings comme ça, je dis aux gens, mais moi je courrais jamais le 100 mètres en 10 secondes. Quoi. Il y a des choses, c'est pas juste, ni injuste. Mais la photogénie, c'est ça. Il y a des gens, tu croises dans la rue, tu dis, oh là là, tu mets la caméra, il n'y a plus rien. Ah oui, il y a une sorte des gens, d'injustice. tu as dit, mais remonte-toi cette image-là, c'est sûr. qui ça? C'est très injuste, mais c'est comme ça. Ouais. Ça fait pas encore le talent. Et puis, ça fait pas encore le travail non plus. Mais je trouve qu'on est un milieu, on est un métier, une profession ou un champ de vie quand même très très particulier avec toutes ces questions. Je me permets d'en parler plus longtemps avec toi parce que les pires en parlent. Explicitement, à travers des dialogues entre enfants, à travers des points de vue qui sont habilement rapportés dans ce que doivent aussi subir comme mobbing ou comme façon de gérer la jalousie des gens qui sont choisis par rapport aux gens qui ne sont pas choisis. Enfin, tout ça est dans le film, le regard des uns sur les autres. Donc on vous encourage vraiment, si vous aimez le cinéma, à aller voir les pires. Et puis, même si vous n'aimez pas, on s'en fout parce que l'histoire est belle. Parce qu'elle est très émotionnelle, parce qu'il arrive quelque chose à des personnages. C'est pas un film sur le cinéma. Non. C'est un film qui se passe dans le milieu du cinéma, mais il y a une histoire, il y a une dramaturgie, il y a les acteurs vivent quelque chose. Quoi. Il y a une histoire qui vous est racontée. Oui, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que ça fait un petit peu... un peu comme ça, quoi. On part de quelque chose qui ressemblerait à du documentaire, qui n'en est pas, mais qui pourrait y ressembler. Et en fait, c'est un film qui va se déployer dans quelque chose de plus romanesque, de plus universel, en fait. Il y a un message beaucoup plus universel parce que ça touche à comment on relationne les uns avec les autres sur cette terre, quoi, en gros, et pas ni plus ni moins. Et avec ces rapports de domination qui existent ailleurs aussi, avec ces rapports... Ils n'ont pas le même âge. Enfin, ça raconte ce qui se passe dans les cours de récréation aussi. Et donc, il y a quelque chose qui dépasse, en fait, le cinéma, à la fin. Ah, complètement. D'autres projets en cours? Oui. Alors, on peut en parler? Oui, bien sûr. On est ravis de retrouver nos personnages de la série Tu préfères. On a fait une série sur Arte. C'est une web-série, ouais. Ouais. Et en fait, on a... Vous bossez beaucoup, en fait. Hein. On bosse pas mal. Ouais, c'est beaucoup parce que vous travaillez longtemps et puis vous produisez quand même régulièrement. Ouais, mais par contre, on ne fait pas 2 projets en même temps, par exemple. Là où certains y arrivent, je sais pas. C'est une question de méthodologie. Nous, je crois qu'on ne pourrait pas faire, en fait. Peut-être ça viendra, peut-être pas. Peut-être, à force de... Mais en même temps, c'est un luxe et c'est génial de pouvoir prendre le temps de travailler un projet par un projet. Et donc, on raconte... un petit peu comme une suite à cette série, mais au format film, au format long métrage pour le cinéma. La série, on peut la voir encore? Ouais. Sur Arte en catch-up ou bien elle est sur le site d'Arte? Sur le site d'Arte, Arte Créative. Tu préfères, comme le jeu. Voilà, ouais. Tu préfères tuer ta mère ou ton père? Les deux. T'as pas le droit. Oh. D'accord, et donc là vous en êtes où? En écriture? On est en écriture et on est déjà pas mal avancé. Et on espère tourner, pas cet été, mais l'été d'après. D'accord. Les tournages, c'est classique, c'est 6, 7, 8 semaines, comme d'hab? Là, on a eu 6 semaines pour les pires. C'était très court. J'espère qu'on ne refera plus ça. J'espère qu'on aura plus de temps. Il n'y a pas beaucoup plus d'argent pour faire des films, il y a de plus en plus de films qui sont faits, la vie coûte plus cher, déplacer les gens, les loger, les nourrir, ça coûte plus cher. Ouais. Et malheureusement, la seule variable, c'est le scénario ou le temps de tournage. Et c'est un problème, parce que c'est un problème sur la qualité des films à la fin, parce qu'il y a des choses, il faut du temps. Quoi. Complètement. Ouais. Mais nous, on va essayer de pas se laisser faire là-dessus, parce que c'est... On va mal travailler sinon. Donc voilà, puis faire des films avec des enfants, ça demande aussi plus de temps. Les pires, c'était quoi le budget? Je ne sais pas. Okay. D'accord. Vous allez garder les mêmes producteurs ou changer de braquet? Non, parce qu'en fait, la série, on a travaillé en parallèle des pires, et du coup pas avec les mêmes producteurs. Parce que la fille, elle dit on fait que des choses à la fois, après elle me dit on fait des choses en parallèle. Oui, parce que la web-série, c'était pendant l'écriture. Et c'était assez rapide en fait, c'était un peu une envie de remettre les pieds sur un plateau. Et du coup, on a fait Chasse Royale et Les Pires avec les mêmes, et là on fait avec Superstructure, avec qui on a produit la série, le long métrage. Ouais, d'accord. Et après vous allez retourner on verra. Avec Velvet On verra, tout est possible, c'est envisageable. La dernière chose par rapport au Pire, il y a tout ce qu'on a raconté, puis après il y a Cannes en plus. Donc là, tu as un accélérateur de problèmes sociaux, quoi.
Parce que tu t'amènes le sous-prolétariat chez les surbourgeois. Ouais. Comment, enfin, c'est tellement, en fait... c'est de la science-fiction, quoi, un peu. C'est de la science-fiction, et en même temps, évidemment qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Mais même nous, en fait. Enfin, Cannes, il y a quand même un endroit où le curseur est tellement poussé que ça paraît étrange à tout le monde. Non, mais c'est plus possible que ça dure, et en fait. Ça peut pas durer très longtemps. Il y a un truc... En fait, enfin, je veux dire, c'est génial, c'est un tremplin de dingue. Je pense que nous... C'est un film qui, grâce à Cannes, a trouvé son public. Enfin, je veux dire, la presse. On a eu une projection qui était hyper forte, hyper intense. Mais c'est clair que tout ce truc qu'il y a autour, en fait, tout le côté paillettes est assez étonnant. Et en même temps, si je suis très honnête, on l'a vécu comme un truc hyper fun avec les enfants. En fait, on est une équipe, on se connaît depuis 2 ans avant Cannes. Donc c'est comme partir en vacances et se déguiser pour une soirée où t'as quand même un peu un enjeu à cette soirée-là, parce que c'est quand même un peu flippant. Mais ils avaient vu le film avant, on leur a pas fait le coup de découvrir leur trogne à Cannes devant tout le monde. Mais en fait, on s'est vachement amusé. Mais oui, il n'y a pas d'enjeu professionnel, ou alors où on les met dans des situations désagréables, à faire des rendez-vous, tu vois, avec des gens, aucun rapport... Mais après, c'est rigolo parce que eux, ils nous débriefent, quoi, avec leurs yeux et d'enfants et de jeunes pour qui ça paraissait vraiment inenvisageable. Et ils sont hyper touchants. Et ils nous ont bien fait marrer. Mais même moi, Cannes, c'est quand même un bulldozer. Ouais, moi, chaque année, je deviens un peu plus mal à l'aise avec Cannes. Avec tous ces vieux mecs de plus de 60, 70 ans qui dirigent, qui font habiller les femmes comme des putes, qui s'habillent comme des macros avec leurs habits, qui passent leur temps à imposer des codes pour montrer qu'ils ont le droit d'imposer des codes qui sont absurdes, quoi, à nous de nous libérer des codes. Ouais, mais c'est difficile, je trouve. Je trouve que ça devient le décalage entre ce qu'est devenu le monde, ce qu'il est en train de devenir, et ces espèces de cérémonie du milieu du XXe siècle, au fond, devient tellement... Il y a tellement grand le décalage qu'il devient violent, je trouve. Je comprends. Moi, je me sens un peu agressé à Cannes. Ouais. Tu vois, quand je suis à 3h de l'après-midi, que c'est un Cannes où il fait beau, qu'il fait chaud, et que je vois une femme avec des talons comme ça, en train de se péter la colonne vertébrale, avec le fond de teint qui coule, parce que sinon elle ne peut pas rentrer, puis c'est comme ça qu'elle croit qu'elle doit rentrer, parce que c'est comme ça qu'on doit être habillé, et puis que tout ça semble normal. Ah bah tu peux faire un film c'est violent, intéressant, c'est très vulgaire, sur le Festival de Cannes. Je trouve que c'est hyper vulgaire, en fait, et brutal, quoi. Ouais, c'est difficile pour moi, parce que je sais aussi que c'est grâce à ce festival que tout ça a été possible. Je comprends très bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'on pourrait adapter quand même un peu plus les choses à l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire, on pourrait traduire les valeurs en disant qu'est-ce que ça signifiait en 1950, ça, et comment on le signifie d'une façon sensée aujourd'hui. Quelque chose qui est censé avoir de la classe. Tout ce que ça représente. Enfin, je veux dire, toutes ces voitures qui sont 12 000... Pour 50 mètres. Pour 50 mètres. Absurde, avec des gens qui sentent la mauvaise eau de Cologne qui sont chauffeurs. Il y a plein d'incohérences, il y a beaucoup d'incohérences, je suis d'accord. Non, mais moi, le sommet de Cannes, c'était l'année passée ou il y a 2 ans, je ne sais plus, c'est quand je reçois un mail que je dois payer 38 € de taxes écologiques parce que le Festival de Cannes s'engage pour l'écologie et que c'est l'année où ils font passer la patrouille de France pour saluer Tom Cruise sur le tapis rouge. Je veux dire, et à un moment donné, ça va, quoi. Il y a trop. Et à un moment donné, ça devient tellement incohérent que c'est violent, que c'est une violence. Ouais. Tu vois, tu peux dire, attendez les gars, pas nous prendre pour des débiles non plus. Je suis d'accord, il faut essayer de... Et remettez un peu les choses à plat en disant, ok, on veut que ce soit classe, on veut que ça donne envie. Tout ça, d'accord, mais ça veut dire quoi aujourd'hui? Non, mais avant tout, c'est peut-être recentrer un petit peu sur le fait que c'est un festival de cinéma qui défend des films de tout, enfin, tu vois, de tout pays, et peut-être recentrer un petit peu là-dessus, qui est quand même la base de... Enfin, je veux dire, je ne devrais pas être à leur place et tout, mais là, je trouve que ça atteint des proportions qui commencent à être déplaisantes. Je trouve le décalage. C'est un peu... Ouais, c'est un peu puant, quoi.
Et puis, c'est pas parce qu'on met le président ukrainien sur le grand écran qu'on se dédouane des questions politiques, quoi. À un moment donné, c'est pas suffisant. C'est ce triple jeu, si tu veux, de... Ah ouais, je vois très bien. Je préfère à Las Vegas, alors. Je préfère Céline Dion à Las Vegas, c'est au moins clair, tu vois. On sait ce que c'est. T'es sûr, t'es vraiment sûr de ça? Ah bah elle peut plus chanter là, momentanément. Donc non, enlevant Céline Dion puis mettons le dresseur de tigre blanc là. Tu vois, au moins c'est clair, tu vois. Non mais en tout cas c'est... Non, je veux dire, pour faire une dernière brutalité, on me fait pas ça en faisant jouer les Dardennes pour la 14e fois, quoi. C'est bon, ok. Ça va pas. Il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, je vois. Mais là, vous donc tournez l'année prochaine, la suite, ça sera une série ou ça sera un film? Non, c'est pour le cinéma, ouais. C'est juste que c'est 4 jeunes qu'on a suivis, qu'on adore, qui sont hyper talentueux et qu'on a envie de retravailler avec eux. Cool, super. D'autres choses que tu aimerais encore dire après ces 2 petites heures passées ensemble? Non, écoute, c'était déjà bien condensé. On peut prolonger pour parler d'autres choses, votre façon de tourner et tout, en réécoutant l'entretien que vous avez eu. C'était sur Inter ou sur Culture quand vous avez sorti le film en France? Alors, il y a eu les deux. Ouais. Donc, vous retrouvez des interviews facilement, très facilement à la base, vous allez sur la page Wikipédia, vous avez le lien pour l'émission radio où toi tu étais au téléphone. Ah oui, France Culture, ça. Voilà, sur Culture, où vous parlez plus de votre façon de tourner, vous faites des prises de 3/4 d'heure, que c'est dur pour le perchman, des choses comme ça. Vous pouvez apprendre plein de choses sur la façon de travailler concrètement sur le tournage. Là, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de parler surtout du casting et des problèmes ou des questions, comment vous résolvez la chose, comment vous travaillez, comment vous choisissez. Puis, vu que ça me semble aussi en grande partie le thème du film. Et puis, on vous encourage à aller voir Les Pires au cinéma. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonnes avant-premières en compagnie de Sébastiano. Vous passerez de 3 beaux cinémas au City Club où c'est Anne Delcet qui, à l'époque de Weintraub, était dans la commission de sélection à la quinzaine. Donc, je ne sais pas, elle ne sera pas là, Anne, je pense. Hein. Je sais pas. Voilà, qui programme là. Au Grutli, où Weintraub était, où maintenant c'est Moretti qui est directeur, l'ancien de la quinzaine. Et puis à Fribourg, chez Xavier, hein, c'est ça, le dimanche matin. Je pense qu'il y aura des salles bien pleines. Et puis je pense que vous allez vivre des belles projections. Génial. Et merci pour votre accueil. Merci, bienvenue. On peut envoyer le générique. It may get bigger, it may get a little bigger, it may not get bigger at all. We'll see what happens. But regardless of what happens, we're totally prepared.